Dernier épisode de la saison 1 de Drette sur le tape. Mais soyez sans crainte, on revient pour une deuxième saison à l'automne prochain. On va recommencer les épisodes en même temps que la saison de hockey. Là, on la termine, la saison 1, parce que la saison se termine en même temps. On vous laisse profiter des séries et on prend un petit répit pour nous aider pour le booking. Mais vraiment, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je vais commencer par remercier les chevaliers de l'ombre de Drette sur le tape qui vous fournissent à chaque semaine, qui aident à fournir un épisode de qualité. À commencer par Fred Levac, qui est celui qui a fait le jingle de Drette sur le tape et aussi qui s'occupe du montage des épisodes. Merci à Fred qui fait ça dans son studio dans l'Est ontarien. Merci Freddy. Merci aussi à Thomas Sectesh, Producer Tom, plus connu sous le nom de Producer Tom, qui s'assure que mes idées deviennent des choses qui existent. Et aussi, ça serait rien sans Valérie qui nous aide depuis la mi-saison à peu près, qui nous aide avec tout, booking, marketing, tout ça. C'est la roue qui continue de tourner. Donc, merci à Valérie, merci à tout le monde aussi qui nous ont aidés au fur et à mesure, que ce soit avec des plugs ou pour nous mettre en contact avec du monde, tout ça. Merci à tout le monde qui ont aidé de faire de Drette sur le tape ce qu'il est, puis sa première saison qui est vraiment cool et qui est le début de quelque chose qui, je l'espère, durera un temps certain, tu sais, un temps certain. Merci, évidemment, aussi, je peux pas passer à côté, mais merci à vous, chers auditeurs, mais les gens qui ont commencé à écouter ce podcast-là, qui se fait de plus en plus connaître, qui en parlent à leurs amis dans leur ligue de garage ou qui disent, hey, écoute ça, c'est des entretiens, c'est vraiment cool. Merci d'en parler. Merci aussi de prendre le temps à chaque semaine de dire, hey, j'écoute mon épisode. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci aussi de ceux qui m'écrivent sur la page Facebook, il y en a qui m'écrivent. Oui, c'est moi qui réponds aux messages. C'est moi, David, qui répond aux messages des gens qui m'écrivent sur Facebook. Ça me fait plaisir quand vous nous dites que vous aimez l'épisode. Qu'est-ce que vous aimez des épisodes. Ça fait chaud au cœur. On met du travail là-dedans. Puis c'est pas pour l'argent. On fait pas d'argent avec ça. Donc merci vraiment de prendre le temps d'écouter et de nous écrire. Ça nous fait plaisir. Je répète que ne soyez pas en reste, on va faire plein d'événements spéciaux, plusieurs en tout cas, ces événements spéciaux cet été qui concernent le podcast et vous voulez pas manquer ça. Donc restez à l'affût sur notre page Facebook, je vais sortir les détails quand on va avoir le droit de dévoiler les événements. Celui que je peux dire d'entrée de jeu, c'est à Gatineau le 30 avril, on va être dans le vieux hall au Café Bar Le Troquet pour un enregistrement devant public d'un épisode de Drette sur le tape et ça va être très cool. Donc 30 avril dans le vieux hall au Café Bar Le Troquet, dans le cadre du festival Transistor, qui est un festival de radio numérique. Donc, allez-y, venez, c'est gratuit, ça va être malade. On a vraiment hâte de vous voir en personne. Donc voilà. Je répète aussi, on m'a dit de vous dire que ça peut vraiment aider le podcast. Si vous appréciez le podcast, d'aller donner des étoiles sur iTunes. Le compte iTunes du podcast, ça aide vraiment à faire monter le podcast en visibilité, puis parce que ça aide apparemment le portfolio du podcast. Donc, allez-y si ça vous tente d'aller donner des étoiles sur notre compte iTunes, je me sens comme un conducteur Uber qui veut faire remonter sa cote parce que il conduit mal. Mais non, donc faut y aller. Sinon, c'est ce qui m'amène à notre dernier épisode de Drette sur le tape de la saison 1 et quoi de mieux pour finir en beauté que Chantal Maccabé. Tout le monde, je connais Chantal, tout le monde aime Chantal. Je veux dire, c'est Cantal, tu sais. What are you gonna do? It's Cantal, you know. Fait que Chantal qui est venu pour l'enregistrement un mercredi de la tempête du mois de mars. C'était un mercredi. Il venait de tomber je sais pas combien de mètres de neige. Elle avait toutes les raisons du monde d'annuler. Mais non, elle est partie des Laurentides. Oui, des Laurentides pour venir à Montréal pendant une tempête de neige un mercredi que j'ai appris était son jour de congé en plus. C'était son jour parce qu'elle a travaillé la fin de semaine, c'est Canadien. Regarde, je me sentais presque mal, OK, mais elle était là. Non seulement elle était là à l'heure, elle était là une demi-heure d'avance avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Salut, comment ça va? On fait ça, moi ça me tente, je suis là. Tu sais, incroyable, vraiment généreuse. Donc j'en dis pas plus. Merci encore pour la belle saison à tout le monde. J'espère vous voir à Gatineau. J'espère vous voir cet été. Restez sur notre page Facebook. On a des belles nouvelles pour vous bientôt. En attendant, voici le dernier épisode de la saison 1 avec Chantal Maccabé. Drette sur le tape avec David Bocage. Chantal Maccabé, bonjour. Allô? Comment ça va? Je suis encore essoufflé là pour les gens à mettre en contexte. On est la journée on est le 14 ou 15? Le 15. 15 mars 2017.
C'est la tempête et mon Dieu, j'ose à peine à croire que cette entrevue a bel et bien lieu. Et non seulement moi je partais de Côte-des-Neiges, ça m'a pris plus qu'une heure, une heure et demie. Vous partiez des Laurentides. Oui, ça a pris vous êtes arrivé une demi-heure d'avance. Oui, je voulais pas arriver en retard, donc je me suis pris d'avance. Mais ça va bien. Sur les autoroutes, c'est arrivé à Montréal que c'est plus compliqué les petites rues. Là. J'ai l'impression que tout ça est une métaphore de votre carrière. Braver la tempête. C'est un peu arrivé malgré contre toutes les attentes. Est-ce que c'est le titre de votre biographie, ça va être Braver la tempête? Je vais retenir ça. Donc, vous revenez justement de voyage dans l'Ouest des Canadiens. Ouais. Je vais recommencer au début. Dans le fond, vous êtes à quel endroit, vous? Je suis native de Laval. OK. Je suis née là et j'ai vécu là pas mal toute ma vie, sauf quand j'ai commencé à travailler. Je suis allée 2 ans à Ottawa pour travailler à Radio-Canada, ensuite 1 an à Québec et ensuite je suis revenue à Montréal parce que j'avais une offre de RDS. Fait que j'ai travaillé à Radio-Canada, à TVA. Mais là, quand je demeurais à Québec, je faisais du lundi au vendredi Québec, puis samedi, dimanche, la rédaction au sport à Montréal. Puis à Québec, moi, je couvrais les Nordiques, puis j'étais chef d'antenne au sport aussi. Là. OK. Alors, vous, on pense à Chantal Machabée, tout le monde pense sport. Ouais. Est-ce que dans votre famille, dans votre enfance, vous étiez une sportive, une famille de sportifs? Pas de famille de sportifs du tout. Mon père détestait ça, regardait jamais un match de hockey. Lui, c'était son cinéma. Même chose, j'ai pas de frère. J'ai une sœur plus jeune qui aiment pas les sports, qui regardent pas ça du tout. J'ai des cousins qui aimaient le hockey, mais non, j'ai fait du ski alpin, j'ai fait de la natation. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trippé sur les sports. J'étais toute petite, puis c'est, je sais pas, c'est inné, c'est dans moi. Je retiens peut-être plus de mes cousins, si tu veux, parce que quand j'allais là, eux, ils regardaient toujours le Canadien, puis là, j'allais m'asseoir. Écoute, j'avais 7-8 ans, là, j'allais m'asseoir dans le salon, puis je regardais ça, puis j'adorais ça. Puis mon père me disait toujours, ben ça va te passer, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis la passion devenait de plus en plus grande. Puis pas juste pour le hockey, mais pour tous les autres sports, parce que en fait, moi, l'athlète qui m'a le plus marqué, c'est Guy Lafleur, parce que là, on parle des années 70, au moment où le Canadien gagnait 4 coupes Stanley consécutives, ce qu'on verra plus jamais. Non. Et Lafleur était le meilleur joueur au monde, il était extraordinaire. Donc, je tripais tellement le voir jouer, puis avoir joué le Canadien, que je me disais, je vais regarder les autres sports. Tu sais, j'étais une fille d'émotion. Fait que là, je me suis mis à regarder le football, le baseball, la boxe. Puis là, il y a les Jeux olympiques qui sont arrivés aussi à Montréal. Alors, tout ça a fait en sorte que je suis devenue une maniaque de sport. Puis je me suis dit, moi, je m'en vais là-dedans, je vais être journaliste sportif. Au grand désarroi de mon père, qui travaillait dans les cosmétiques et les parfums avec ma mère. Moi, mes parents, c'est la mode, les parfums et tout ça. Puis eux, ils se sont dit, on a 2 filles, c'est sûr que les 2 vont poursuivre le chemin. Et ma sœur est directrice des finances dans une grosse compagnie, puis moi je suis journaliste sportif, donc ça nous intéressait pas du tout. Là, on aime bien le parfum puis se maquiller, mais ça s'est arrêté là. Comment vos parents ont pris ça? Pas nécessairement, pas d'une part, oui, que vous soyez dans les sports, mais surtout, tu sais, la business familiale, reprendre la business. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Non, ça leur dérangeait pas. Eux autres nous disaient, en autant que vous ayez du fun dans ce que vous faites. Il y a juste ça d'important. Je sais que mon père, au début, il me prenait pas au sérieux quand je disais je vais être journaliste sportif. Puis il disait, d'abord, il y a pas de femme ou presque pas, là. Et, ça va être tellement difficile, tu vas tellement te faire juger, ça va être, il va toujours falloir que tu te prouves. Puis, il dit, va falloir que tu te fasses une grande carapace. Puis, mais d'année en année, il trouvait ça cute. C'était pas sérieux. Puis je me rappelle quand je me suis inscrite à l'université, j'étais à la presse canadienne au sport. Puis il me disait c'est bien beau là, mais prends-toi un plan B, parce que c'est pas évident que ça va fonctionner. Fait que comme j'adorais la politique, j'ai étudié en sciences politiques à l'université. Puis finalement, ça m'a jamais servi. Là, mon seul lien avec la politique, c'est Denis Coderre, avec qui j'étudiais à l'université en sciences politiques. Oui, qui était un maniaque de sport. Puis je faisais mes travaux avec lui. J'étais toujours assis avec lui parce que c'était un tripeux de sport. Tu sais. Puis aujourd'hui, Denis, je le vois souvent. Puis on trouve ça bien drôle. Puis on parle toujours de sport. Puis encore aujourd'hui, c'est un maniaque de sport. Denis Coderre. Oui. Comment il était, Denis Coderre, à 19 ans? Il était pareil. Il a pas changé. Il a même pas vieilli, je te dirais. Il a pas changé. Il parlait comme ça. Il était comme ça, il y a un charisme, Denis, hein, je veux dire, il aime parler à tout le monde, il est impliqué dans toutes sortes d'affaires, puis tu voyais qu'il était pour réussir, c'était évident là, puis il me disait toujours,
tu vas être ma ministre des Sports. Je disais, jamais. Moi, j'étais péquiste séparatiste, puis il a toujours été libéral. Ouais, c'est ça. Jamais, Denis, il va falloir que tu changes de parti, puis c'est super drôle, puis bon, fait que c'est comme ça. Fait que malgré nos différences, nos différentes idées politiques, on s'entendait super bien, puis je le croise régulièrement, puis je suis toujours très heureuse de piquer une petite jazzette. Puis j'espère qu'il va ramener les expos, parce que je sais qu'il travaille sur ce dossier-là. Chantal Machabée a fait des travaux d'équipe avec Denis Coderre. Quelqu'un écrirait un sketch si les gens ne croiraient pas. Je suis encore là-dessus. Est-ce qu'il était fan de baseball à l'époque autant? Oui. Fan de sport, de tous les sports. OK, il fait pas semblant, là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment un maniaque de sport. Okay. Puis il connaît ça pas pire. Oui, OK. Vraiment. Il s'intéresse, il regarde ça. C'est un gros fan du Canadien, mais c'est un gros fan des Expos aussi. Même des Alouettes. Non, c'est un vrai, là. C'est pas un front, là. C'est pas une image qu'il veut donner. C'est un maniaque de sport. Puis c'est, comme je te dis, c'est la raison pour laquelle j'ai eu des affinités avec lui, là, qu'on faisait nos travaux. Parce que moi, dans le fond, j'étais là, en sciences politiques. Tu sais, c'était un plan B, là. J'étais là pour faire plaisir à mon père. C'est ça, mais à quoi ça ressemblait, Chantal Machabée, en sciences politiques? Ben, la politique, à ce moment-là, là, tu parles des années milieu des années 80, le Parti québécois était fort, tu sais, t'avais, c'est avant le décès de René Lévesque. Fait que René Lévesque qui était mon idole, tu sais, il était là, il y avait, je sais pas, Parti québécois avait une direction, avait donné un espoir de changement, donné un espoir de donner un pays au Québec, donner quelque chose de le fun, de complètement différent. Et c'était intéressant. J'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. Maintenant, je m'y intéresse plus du tout. C'était dans l'époque, c'était comme dans le contexte. Oui, c'est ça, exact. Puis là, j'ai comme tiré à la plug là-dessus. J'y crois plus du tout à la séparation du Québec parce que il y a plus personne qui travaille dans cette direction-là. Puis à chaque fois que quelqu'un a essayé d'aller vers ça, ça a échoué. Les gens votent, les référendums, ça vote contre tout le temps. Et moi, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Donc j'ai déserté entre guillemets la politique. J'ai fait 2 ans à l'université en sciences politiques, mais de toute façon, j'ai été engagée à Radio-Canada à Ottawa. Pour les sports, pas pour la politique. Parce que j'avais dit à mon père, pire des cas, je serais sa colline parlementaire. Fait que quand j'étais engagée à Radio-Canada, c'était drôle parce que je lui dis, mais finalement, je m'en vais à Ottawa, mais pas pour la politique, pour couvrir les sports. Donc, et là, je couvrais le football, le hockey junior. Les Olympiques de Hall, quand Pat Burns coachait, quand Luc Robitaille jouait, Pat Brisson jouait pour les Olympiques aussi. Donc, c'était une belle époque, là. C'était vraiment cool. Vraiment. Vous avez dit, parce que il y a trop d'informations, là, mais par rapport au référendum ou à la séparation du Québec, est-ce que vous avez dit que vous ne croyez plus dans le sens que vous ne voulez plus que ça arrive ou vous ne pensez pas que ça va arriver? Non, je pense pas que ça va arriver. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez encore ou? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Je trouve que j'analyse ça de plus près, puis faudrait que quelqu'un réussisse à me convaincre que ça peut se faire. Okay. Maintenant, j'y croyais beaucoup à l'époque. Là, ça prend un leader, hein. Ça prend quelqu'un, ça prend et présentement un leader fort, un René Lévesque, il y en a pas. Il y en a jamais eu d'autres. Il y en a eu des très bons, des hommes politiques du Parti québécois. Il y en a eu des excellents, mais pas rien à voir avec René Lévesque. Il y avait une magie réelle à l'époque, Oui, absolument. Est-ce que parce que souvent on parle du Parti québécois, tu sais, qui vieillit puis qui passe à travers plusieurs crises, puis on dit est-ce que c'est le parti d'une génération, qui peut-être c'est quoi votre rapport? Je pense que les jeunes sont prêts à d'autres choses. Je pense qu'il faut nous offrir un nouveau programme, des idées plus jeunes. Il faut s'adapter parce que c'est l'avenir, c'est les jeunes, c'est les gars de ton âge. Je veux dire, c'est vous autres qui allez faire de cette province-là ou de ce pays-là quelque chose de grandiose. Puis il faut vous écouter. Je pense que l'avenir est là. Je pense que des fois c'est vieux, hein, les hommes politiques là, ils ont mon âge, ils ont 50 ans là. Renouvelez-vous, parlez aux jeunes, regardez ce qu'on peut faire. Il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire pour faire grandir le Québec. On est bien, on est beaucoup mieux, mais je pense qu'on peut être encore plus extraordinaire qu'on l'est en ce moment. Ça, c'est certain. Et ce qui me tient à cœur le plus, c'est de garder cette langue française-là. Et des fois, je trouve qu'on voit des relâchements, puis ça me fait énormément de peine et ça me fait peur. Et ce qui m'intéressait, la première chose qui m'intéressait du programme de René Lévesque, il a instauré la loi 101 et tout ça, c'est justement de redonner au Québec
sa langue française et de la conserver. Et ça c'est un débat que j'abandonnerai jamais. Alors ça, je pense que c'est à la base. À la base, c'était ça. Et j'espère que ça partira pas. Est-ce que ça, vous le sentez? Tu sais, vous êtes dans les communications, je veux dire, la langue française, c'est votre outil premier. Est-ce que dans vos textes, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours, votre attention à la langue, c'est quelque chose qui a toujours été, attention, pas utiliser d'anglicisme ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, surtout dans le sport, c'est la langue du hockey pour la langue du sport, je veux dire, c'est l'anglais. Les termes. C'est difficile tellement qu'on tombe souvent dans le panneau. Je veux dire, j'ai des chroniques à la radio, puis et je parle anglais à tous les jours. Je veux dire, t'as 2-3 joueurs du Canadien qui parlent français, là. Philippe Danault, Paul Byron, qui est un Ontarien qui se débrouille très très bien. Bon, alors tu parles, David est plus là, donc tu parles en anglais à tous les jours tellement. Heureusement, le coach est l'entraîneur, coach, tu vois, je vais dire un mot anglais, mais que les premières expressions qui sortent, ça va être des expressions anglophones. C'est ça. Et tu fais pas exprès, puis après ça tu dis oups, non, c'est pas ça que je veux dire, puis là tu essaies de le corriger. Mais faut se conscientiser effectivement tous les jours. Pour moi, c'est important. Tu sais, t'as un homme comme René Lecavalier qui a francisé le sport d'une façon extraordinaire. Il y en a d'autres qui ont poursuivi. Je pense à mon collègue Pierre Houd qui est extraordinaire à ce niveau-là, qui a un français impeccable, qui décrit les matchs de hockey avec précision, avec justesse, dans un français extraordinaire. Je pense qu'il faut suivre ces hommes-là aussi, là. Puis je pense que c'est important, mais c'est un effort qu'il faut que je fasse. Absolument. J'avais vu le jour une entrevue avec Pierre Houd, puis il disait, tu sais, lui, ils ont toutes leur expression. Lui, c'est le tir et le but, puis René Cavalier, c'était lancer contre. Ouais. Puis René Cavalier, Pierre Houd disait qu'il lui avait dit qu'il regrettait que son héritage soit lancer contre, parce que c'était un anglicisme, tu sais, shoot, he scores. Ouais, absolument. Il disait compte, on compte sur on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on compte pas à début, puis je pense expliquer un petit peu d'où ça venait le tir et le but, et donc pas lancer. Exactement ça, non, pas lancer compte. Donc vous êtes en sciences politiques à l'Université de Montréal. Oui. Est-ce que vous complétez votre... Non, j'ai fait 2 ans. Okay. Ensuite, j'ai eu une offre d'emploi pour... et ça, c'est un hasard. J'étais à la Presse canadienne et on m'envoie couvrir le tournoi de la Coupe Memorial, qui est à Portland, en Oregon. Et je terminais mon contrat avec la Presse canadienne. Alors là, j'arrive en Oregon et j'arrive à l'aréna. Et il y a un homme qui tente de rentrer dans l'aréna avec des grosses caisses de métal, puis il y a de la difficulté, fait que je vais l'aider. J'attendais, laissez-moi vous aider. Donc je tiens la porte, je l'aide à transporter son matériel et tout ça. Fait que là, bon, il me remercie, je m'en vais à la table d'accréditation et là, je donne mon nom, puis cet homme-là arrive à côté de moi pour lui aussi prendre son accréditation, puis il me dit: t'es francophone? Je dis oui. Il dit: tu viens d'où? Ben, Montréal. Ah, mais il dit: moi, je viens d'Ottawa. J'ai dit: Denis Ricard. Il dit: je suis réalisateur à Radio-Canada à Ottawa. Ben, il dit: merci beaucoup de m'avoir aidé. Fait plaisir, Monsieur Ricard. Ça reste comme ça. Je fais le tournoi qui dure à peu près 2 semaines, le tournoi de la Coupe Memorial. Et à la fin, il vient me voir puis il me donne sa carte d'affaires. Il dit: j'aimerais ça que tu m'appelles. Il dit: au courant de la semaine prochaine. Il dit: il dit: je viens d'apprendre qu'il y a un poste qui vient de s'ouvrir au sport à Radio-Canada. Il dit: c'est reporter, lecteur de bulletins de sport. C'est de couvrir les 67 d'Ottawa, les Olympiques de Hull, les Rough Riders au football. Puis bon, des petits tournois de ce qui se passe là, parce que les sénateurs n'existaient pas à ce moment-là. C'est vrai. Alors il dit: j'aimerais ça que tu m'envoies ton CV. Donc, c'est beau. Donc, je retourne à la maison, j'envoie mon CV. Il me demande de descendre pour un screen test. Écoute, j'ai 20 ans à ce moment-là, 21 ans. Alors, j'y vais, je fais le screen test. J'avais fait un peu de télévision, mais des petits contrats ici et là, rien à temps plein. Et la Presse canadienne, c'était écrit et c'était la radio aussi. Alors là, j'arrive là, puis il m'embauche. Fait que, mais il dit: t'as 1 semaine, donc là, faut que je me trouve un appart, faut que je t'ai jamais allé à Ottawa. Donc, OK, là, on n'avait pas de GPS dans ce temps-là, hein, c'était pas là, tu sors la grosse map, tu dis: OK, je m'en vais où? Faut que je trouve un appart pas loin, j'en avais trouvé un tout près de Radio-Canada. Fait que finalement, Sandy Hill, non, c'est ça, non? Finalement, ce que j'ai trouvé, c'est à Elmer, juste l'autre côté du petit pont Champlain. La même, comme les Cannes, Elmer, la même orthographe, ouais. Oui, exact. Fait que j'étais allée là, puis j'avais adoré ça, j'étais sur le bord de l'eau, c'était merveilleux. Puis tu vois, j'ai été là 2 ans,
Puis c'était vraiment le fun parce que les Olympiques de Hull avaient une grosse équipe, puis j'ai appris à connaître Pat Burns, que j'adorais, que j'ai adoré toute ma vie. Comme tu sais, il y en a beaucoup qui disaient c'est un bougon, puis avec moi il était extraordinaire, il était tellement gentil. Luc Robitaille, avec qui j'ai jasé au match des Étoiles il y a pas longtemps, avec qui j'ai toujours gardé contact. Pat Brisson, qui est rendu un des agents les plus influents de la Ligue nationale de hockey. Alors c'était le fun, c'était une belle époque, c'était vraiment une expérience ben le fun. Et ensuite, il y a Marius Brisson, lui qui était directeur des nouvelles à TVA Québec, ça s'appelait le réseau Patonique à ce moment-là. Il m'appelle puis il me dit écoute Chantal, je sais que tu es à Ottawa, mais moi j'aimerais ça t'offrir un poste au sport pour faire les nouvelles du sport et couvrir les Nordiques et faire des reportages de soir pour TVA Montréal sur les Nordiques. Mais il dit j'ai besoin de toi là. Fait que je dis, ben là, faut que tu me donnes, d'abord, je vais y penser, puis il faut que tu me donnes 2 semaines. Puis il dit, hey, il dit, je t'amène dans la Ligue nationale de hockey. Il dit, prends ta décision là. Fait que je dis, OK, donne-moi 1 heure, je te rappelle. Puis là, je le rappelle, OK, je dis, je m'en viens, je vais donner ma démission. Mais ils vont sûrement demander 2 semaines. Donc, il dit, bon, OK, je vais y aller avec ça. Et finalement, je suis partie pour Québec pour 1 an, en fait, de septembre, ça c'était en 88, septembre 88, et rendu quelques semaines, quelques mois plus tard, Monsieur Guy Desormeaux, qui ouvrait RDS n'existait pas, me contacte. Ça, c'est un ancien de Radio-Canada. Et il me dit, j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, il me dit, écoute, j'aimerais ça, on cherche des jeunes pour ouvrir une station de sport à Montréal. Ça va s'appeler RDS, le réseau des sports. Je n'avais entendu parler. Je connaissais TSN. J'ai dit, c'est TSN français. Il dit oui. Il dit, moi, je suis mandaté justement par le groupe qui appartient à TSN. On ouvre RDS. Puis il dit, je t'observe depuis très longtemps, depuis le début de ta carrière, en fait. Puis il dit, il dit, je sais que tu travailles 7 jours par semaine en ce moment. Donc, du lundi au vendredi, Québec, Montréal, samedi, dimanche, à la rédaction au sport. Puis il dit, on a besoin des jeunes comme toi, dans jeunes vingtaines qui sont prêts à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, des maniaques de sport. Il dit, puis il dit, techniquement, symboliquement, il dit, j'aimerais ça que la première employée du réseau des sports soit une femme. Il dit, je pense que il dit, c'est ma vision. Il dit, l'avenir, il dit, ça sera pas juste des hommes journalistes sportifs. Il va y avoir des femmes. Il y en a plein des femmes maniaques de sport comme toi. Puis il dit, symboliquement, il dit, ça serait un message très fort, ouvrir une station de sport avec une femme. Puis il dit, je veux que ça soit toi. Alors, puis je viens d'arriver à Québec. Je dis, c'est beau. Fait que j'ai dit, il dit, c'est pour l'an prochain. T'sais, on n'ouvre pas tout de suite, on ouvre l'an prochain. J'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, venez me revoir l'an prochain, puis je vais être là. Alors, au mois de mai, il vient me revoir. Là, je signe le contrat. J'avertis Québec que je vais finir mon contrat je finis ça au mois de juillet. Et une semaine après, j'entrais à RDS, où là, il était en train d'engager des gens. Il y avait rien. On n'était pas en onde, parce qu'on entrait en onde le 1er septembre 89. Mais là, on avait des locaux qui venaient juste d'ouvrir, les fils pendaient partout, on n'avait pas de téléphone, je travaillais assis sur une boîte de carton. Là, les bureaux, l'équipement commençait à rentrer, les salles de montage, les caméras, et il m'envoyait faire avec un caméraman des images archives, parce qu'on partait avec rien, on n'avait pas d'archives, on n'avait rien. Donc j'allais au tournoi de tennis, j'allais aux expos, j'allais aux Alouettes, je me promenais, je faisais des reportages avec des athlètes pour justement augmenter cette banque-là. Et le 1er septembre 89, mon premier travail était d'être chef d'antenne à Sport 30, qui était le bulletin de sport. Et le 1er septembre 89, j'ai été la première entrée en ondes. Fait qu'il y a eu l'hymne national, et ensuite je suis entrée en ondes pour faire la première émission de l'histoire de RDS. Vous en souvenez? Comme si c'était hier. Écoute, on s'était pratiqué pendant toute la semaine. Et pour être sûr, puis c'est pas évident, on n'avait pas de télésouffleur, on était tellement pas équipés. Mais bon, on avait une caméra. Et là, bon, on se pratiquait pour les pauses, pour les textes, pour l'écriture, est-ce que c'est correct et tout ça. Fait qu'on rentre le matin même. On avait déjà des reportages là d'enregistrer, donc on était correct avec ça. Et là, on entre, on a nos 3-4 reportages, le reste c'est des nouvelles de la journée, donc il faut bâtir le bulletin. Et vers 3h, on est correct, tu sais, c'est le jour. Il y avait pas eu beaucoup de matchs de baseball dans le jour, quelques-uns, mais tout au plus. Et là, on est prêt, puis là, je relis mes textes. Et là, à 16h, le commissaire du baseball majeur, Bart Giamatti, décède d'une crise cardiaque. Mais là,
faut recommencer. On est en onde à 6 heures, il est 4 heures l'après-midi. Alors là, le réalisateur arrive et dit, on refait le bulletin. Ce qu'on avait préparé depuis une semaine, il fallait le refaire en 2 heures. Avec la pression d'ouvrir une station. Ouais, c'est ça. Alors, on se dit, OK, on fait quoi? Parce que ouvrir une station, c'est un moment joyeux, c'est les ballons, c'est les confettis, c'est la musique, c'est hey, RDS est né. Tu sais, c'est une naissance, là. Ah ouais. Donc, c'est un événement heureux, mais là, il fallait commencer le bulletin avec un décès, parce que c'était gros. C'est comme si Gary Bettman décédait aujourd'hui. Tu rouvres ton bulletin avec ça, tu ne parles que de ça. Alors, surtout qu'il n'y avait pas Internet, là, les gens l'apprendront pas. Non, exactement. Ben non, c'est en plein ça. Pas d'Internet, pas de rien, même pas de, c'est ça, pas d'ordinateur. On n'avait rien. Je travaillais avec la grosse machine à écrire, là, la grosse Bertha, tu sais, qu'on appelait. Ouais. Alors là, bon, OK, fait qu'on fait quoi? Là, on avait des gens d'expérience à la réalisation, Dieu merci, et les producteurs aussi. Et eux, on dit, il y a quelqu'un qui a dit, on va ouvrir avec cette nouvelle-là parce qu'on n'a pas le choix. Donc, il va voir l'hymne national, puis là, il dit, Chantal, tu vas annoncer le décès de Bart Giamatti. Mais on va rentrer cold. Donc, il va voir l'hymne national, on rentre cold, t'apparais, t'annonces le décès. On va aller au noir, on va fondre au noir, et ensuite, le thème va partir de Sport 30. Puis là, ben ça va être plus joyeux, puis on va dire qu'on va revenir avec la nouvelle un peu plus tard. Donc, on va y aller avec les nouvelles joyeuses, puis un peu plus tard dans le bulletin, à mi-chemin, là on va revenir avec tous les détails sur Bart Giamatti. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais je peux te dire que quand j'ai eu le décompte de 10 dans mes oreilles pour me dire 10, 9, 8, puis là, qui où, Chantal? J'étais extrêmement nerveuse. Je le suis pas d'habitude. Je le suis jamais. Ça, j'ai jamais de papillons. Je suis jamais tout croche avant d'aller en ondes. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui suent. Il y en a, même s'ils ont des années d'expérience, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à gérer ce stress-là d'être en ondes. Moi, je l'ai jamais eu. Même quand j'avais pas d'expérience. Mais cette fois-là, je peux te dire, je pensais que le cœur était pour me sortir de la poitrine. Là, je voulais pas me tromper. J'ai 24 ans. J'ouvre une station. Je suis une femme dans ce milieu-là. Je suis regardée de travers. Pourquoi elle est là? Pourquoi c'est elle qui commence? Pourquoi c'est... Là, je me disais, OK, j'ai pas le droit à l'erreur. Je travaille sans filet, j'ai pas le droit à l'erreur, je dois être solide. Alors, je m'étais mis moi-même beaucoup de pression parce que je voulais tellement pas décevoir. Il y avait des gens extraordinaires qui me faisaient confiance, qui m'avaient donné ce vote extraordinaire-là. Mais ça s'est super bien été, ça a été très, très bien. Je co-animais avec Serge Longchamp. Donc, quand j'ai annoncé le décès, on est allé au noir, le thème a parti. Puis là, Serge m'a regardé, m'a fait un petit clin d'œil, il m'a dit, regarde, c'est beau, c'est fait, et ça va bien aller. Et, est-ce que tu l'as senti, des fois, là, tu disais, là, tu sais, un peu la, peut-être jalousie de certains collègues masculins de voir, est-ce que tu l'as senti? Ben, je dirais pas à RDS, parce qu'on était toute une gang de jeunes. Okay. C'est sûr qu'au début, il y a des jeunes qui tu sais, j'avais passé 1 an à Québec, 2 ans à Ottawa, 1 année à Presse canadienne. J'avais fait aussi des chroniques juniors, là, mes premières chroniques, là, c'était à Radio-Canada Sherbrooke, quand j'étais statisticienne pour Les Voisins Laval. Parce que Mario Lemieux battait tous les records. Ouais, c'est ça, là, on m'avait demandé de faire une chronique par semaine sur non seulement les exploits de Mario, mais sur ce qui se passait à travers la Ligue junior majeure du Québec. Donc, j'avais quand même 5 ans d'expérience quand je suis arrivée à RDS, mais c'était pas à grande échelle, tu sais, TVA Québec c'était bien, TVA Montréal c'était très bien, mais là j'étais à la rédaction. Mais bon, il y en a qui savaient que j'étais, mais la plupart non. Alors, c'est sûr que je me faisais questionner. Comment ça, t'es ici? Tu fais combien de temps? T'aimes-tu ça, le sport? Tu connais-tu ça? Tu sais, les amateurs me posaient beaucoup de questions. Les amateurs étaient très sceptique. Tu sens qu'on te testait? Ah oui, tout le temps. Ça a été le tel règlement. Ah ouais, puis on me demandait, tu sais quoi, hors-jeu, t'es-tu capable de te situer quand tu regardes un match de hockey, tu connais-tu un peu les joueurs, ou t'es-tu là à cause des joueurs, tu veux-tu te trouver un chum? Hey, c'est épouvantable tout ce que j'ai entendu, tellement sexiste, à la limite misogyne, je te dirais. Parce que des fois, si j'aurais dû noter tout ce qu'on m'a dit, ça aurait fait un beau recueil. Ah, c'est assez incroyable. Ça, puis bon, quand les médias sociaux sont arrivés, ça sans compter toutes les insultes que j'ai pu recevoir, que je reçois beaucoup moins maintenant, depuis l'an passé, là, qu'on a dénoncé cette situation-là. ESPN, le documentaire. Tu te rappelles, a fait un documentaire extraordinaire, puis j'en avais parlé beaucoup, et à 99%, les insultes ont arrêté, donc tant mieux, là.
Mais oui, c'était difficile, c'était pas toujours évident. Mais maintenant, écoute, mes collègues de travail, c'est comme mes frères, je les aime. T'as une réputation aussi maintenant, ça fait quand même un certain temps, je veux dire. 33 ans là que je fais ce métier. C'était les gens qui t'insultent s'ils étaient pas nés quand t'as commencé, je veux dire, tu prends ça au sérieux, là. L'an passé, c'était très drôle parce qu'il y a un jeune de 17 ans qui m'écrit sur Twitter. Puis il me dit qu'est-ce que tu fais reporter pour le Canadien? T'as fait quoi dans ta vie pour être là? Alors, là, je lui demande... T'as quelqu'un né en 2001. Oui, c'est ça. Là. Et je trouve ça très drôle. Je suis pas insultée du tout parce que j'éclate de rire sur la passerelle, justement, puis je regarde les gars, puis je dis, les gars, j'en ai une pas pire, venez voir ça. Fait que là, on rit, fait que là, j'ai... Bonjour, je me rappelle pas de son prénom, là. Écoute, ça fait déjà 33 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai travaillé au hockey pas mal toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Donc j'ai fait mon chemin, puis là je dis quel âge as-tu? Puis là il me dit qu'il a 17 ans, puis que lui, c'est sa première année qu'il regarde le hockey, qu'il avait jamais regardé ça avant. Puis que là il y avait des amis qui regardaient ça, puis il s'est mis à triper là-dessus sur le Canadien, gros fan du Canadien, mais il dit, puis on n'était pas abonné à RDS, mais là j'ai demandé à mes parents de nous abonner à RDS. Il dit alors je te vois, puis je me demande tu sors d'où? Bon, mais j'ai dit, je sais dire que je suis probablement plus vieille que tes parents d'ailleurs. Alors ça fait longtemps que je suis là et bon il était correct là après il s'est excusé parce qu'il était un petit peu cavalier mais c'est drôle tu sais quand un jeune plus jeune que mes enfants, là, te parle sur ce ton-là. Je trouve ça très drôle. Toi, lectrice de nouvelles, quand tu étais jeune, tu voulais travailler dans les sports. Est-ce que c'était ça exactement? Est-ce que c'était pas aussi clair? Non, pas du tout. Moi, je voulais être journaliste sportif écrit. Je voulais travailler pour le Journal de Montréal, couvrir le Canadien. C'était ça. Les portes ne s'ouvraient pas pour les femmes à l'écrit. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. Jessica Lapinski, entre autres, qui fait un travail extraordinaire. Il y en a eu quelques-unes ici et là. Mais pas sur le beat du Canadien, pas être là à tous les jours, les portes étaient fermées, en fait, carrément fermées. J'envoyais des CV, j'avais même pas d'accusé de réception. Donc, les seules offres que j'avais, c'était les médias électroniques. Donc, c'était la radio et la télévision. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, la raison pour laquelle je voulais pas faire de radio ou télé, j'étais extrêmement timide, mais presque maladif. Alors, j'étais au secondaire, je décide de m'inscrire en théâtre parce que je me suis dit ça va m'aider à m'exprimer et à me sortir de cette timidité-là. Je réussirai jamais sinon. Donc, j'ai étudié en théâtre et ça a aidé beaucoup. Rendu au cégep, je suis allée encore en théâtre et en littérature universelle pour l'écriture. Et j'ai suivi un cours en communication là, à l'école ProMédia parce que là, je me suis dit, OK, j'ai juste des offres en télé, je vais aller dans cette direction-là, puis je voulais avoir un cours efficace et complet en peu de temps. Et l'école ProMédia a été extraordinaire. D'ailleurs, le propriétaire, c'était Pierre Dufault, qui est un ancien grand animateur sportif de Radio-Canada, qui est une légende. Et un de mes professeurs, c'était Pierre Houd. Ah ben. Ouais, c'est merveilleux. Moi, les portes se sont ouvertes dans ma vie, là, et m'ont dirigé. Tu sais, j'ai toujours dit à ma mère, à un moment donné, je vais suivre mes étoiles. Je l'ai toujours cru que je ferais ce milieu-là, que je ferais ce métier-là. Et les portes se sont toujours ouvertes dans ce sens-là. J'ai envoyé un CV dans ma vie. C'était à la Presse canadienne. Après ça, c'est toujours quelqu'un qui est venu me chercher. Les portes se sont toujours ouvertes. Et pour me diriger là, écoute, Pierre Houd a été extraordinaire. Ça a tellement été un bon professeur. Il m'a tellement aidé. Tout. La pose de voix, tu sais, t'es en communication, t'es en télévision. Et quand il a vu que j'étais une maniaque de sport, là, Chantal, ça nous prend des femmes comme toi, tu sais, très ouvert d'esprit. Et ProMédia m'a envoyé faire des stages. Et c'était, écoute, ça m'a tellement aidé cette école-là, c'était extraordinaire. Ça a été, et c'est de là que j'ai eu l'emploi à la Presse canadienne. Et ensuite que ça a déboulé. Est-ce que tu avais des modèles plus jeunes, des modèles de journalistes que tu dis ça c'est après ça que je vais me mettre? Moi, à 52 ans, là, j'ai vu René Lécavalier, mais Richard Garneau était extraordinaire. Pierre Houd en est un, et en est devenu un, c'est certain. Richard Garneau était vraiment
je trouvais qu'il représentait la perfection, dans le sens où sa diction était impeccable, ses connaissances générales. Il connaissait pas seulement le sport, il connaissait et dans le sport, il connaissait le hockey, l'athlétisme, le baseball, il connaissait tout. Et ses connaissances générales étaient extraordinaires également. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui aux Jeux Olympiques de Londres. Il était à RDS à ce moment-là, quelques mois avant son décès. Et je voyageais en autobus de l'hôtel jusqu'au centre de presse avec lui à chaque matin. Et on parlait de sa carrière et je lui posais 1001 questions. C'était extraordinaire. C'est un homme absolument charmant et merveilleux et extrêmement généreux aussi. Donc ça a été un beau modèle pour moi là. Il a fait comme combien d'Olympiques? Je regardais, c'est quelque chose comme, c'était ce qu'on compte en dizaines. C'est un record. Ouais, il avait, aux Jeux de Londres, il avait été honoré par le Comité international olympique. Ouais. C'est une légende. C'est une belle idole à avoir. Des modèles femmes, il y en avait pas. Il y en avait pas à l'époque. Écoute, il y a eu Liliane Lacroix qui était journaliste sportif à la presse. Liliane couvrait la boxe dans les années 70. Okay. Ça a été mon premier coup de cœur. Okay. Elle écrivait tellement bien, puis elle, pour moi, c'était la première. Il y a eu Marcel Saint-Cyr également, que j'ai pas connu. Il y a eu Lisa Froula qui en a fait un peu de sport également. Mais Liliane Lacroix c'était ça que je voulais faire. Je voulais être Liliane Lacroix. Alors ça, mais il y en avait pas. Il y avait, j'en ai mentionné 3. C'était les 3 seuls qui étaient dans le milieu. Liliane, je me rappelle pas. Je pense qu'elle était jusqu'en 1990, là, je peux pas te préciser exactement jusqu'à quand, mais ça a été un modèle là, pour l'écrit, modèle de télé. Moi, je regardais beaucoup la télé américaine, donc c'était Barbara Walters. Encore aujourd'hui, à un moment donné, j'aimerais ça peut-être avoir une émission d'entrevue, faire comme Barbara Walters avec les grands de ce monde qui fait des entrevues là d'1 heure, entrevue reportage pour mieux connaître la personne, pas juste l'athlète, ses exploits, mais c'est pas un modèle québécois là, bien entendu. C'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y en a des filles en ce moment RDS aussi? Est-ce qu'il y en a plus que quand toi t'as commencé? Est-ce qu'il y en a d'autres devant la caméra, des filles? Il y en a. En fait, il y en a jamais eu autant. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, TVA Sport en a plusieurs. Elisabeth Rancourt qui est en congé de maternité en ce moment. Andréane Barbeau qui couvre le Canadien aussi. Janie qui est là. Écoute, il y en a plusieurs. Chez nous, t'as Justine Saint-Martin qui en est à ses premières années. Justine, elle va faire des bulletins, des reportages. Elle veut plus aller vers le reportage. Chez nous, Claudine Douville qui est exactement une légende. Claudine qui est extraordinaire, puis faut pas l'oublier. Elle a une polyvalence extraordinaire. Elle peut faire n'importe quoi, n'importe quel sport. Des fois, on se gratte la tête en disant, oh non, c'est pas vrai, elle fait pas du rugby. Claudine, comment tu fais pour faire du rugby? J'aime ça, t'es-tu sérieuse? Écoute, elle peut faire n'importe quoi. Et elle a fait de la description, ce que peu de femmes font, très peu en Amérique du Nord. T'as aussi Hélène Pelletier qui est à mon avis la meilleure analyste de tennis de la planète. Hélène, elle a une diction impeccable, elle connaît ça. Écoute, elle a été 10 ans championne canadienne. Hélène Pelletier a déjà battu Martina Navratilova sur un court de tennis. Donc archi compétente, archi bonne. Donc il y en a de plus en plus et ça je trouve ça vraiment vraiment cool. C'est sûr que c'est un métier qui est difficile. C'est sûr que si tu vas être une mère de famille, j'ai 2 enfants, c'est difficile. Tu travailles les week-ends, tu travailles les soirs, tu travailles les fériés. Le seul férié qu'on a, c'est le 25 décembre. Je travaille la veille, puis je travaille le lendemain. Tu sais, cette année, tu sais, 31 décembre, je travaillais le 1er janvier, j'étais à Nashville. Tu sais, c'est difficile si tu veux élever une famille, ça, j'en conviens. Il faut que tu sois très bien organisé. Je sais qu'il y a des femmes qui ont été dans le milieu puis à un moment donné ont quitté parce que elles trouvaient que les heures étaient longues. Tu sais, moi, une journée de match, je commence à 9h le matin, puis je ressors de l'aréna, puis je reste à l'aréna toute la journée. Je sors de là à 12:30.
Alors, c'est un 15-16 heures, là, sans arrêt, là. Je m'amène une barre de protéines pour dîner. Et les gens ils réalisent pas ça. Ils pensent que quand je couvre un match canadien, j'arrive à 7h moins quart, puis je repars à 10h15 après le vestiaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut faire les entraînements, les deux formations. Faut aller chercher des réactions des joueurs des deux équipes. Faut que j'écoute tout ce que j'ai fait. Donc, toutes les clips, les scrums qu'on appelle, là, dans le jargon du milieu. Donc, j'écoute tout ça, là, je mets ça sur papier, je prépare mes directs, j'envoie mes directs, et je suis en onde à partir de 4h, 4h30, après ça 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, je fais l'entrevue au banc avant le match. Après ça, si on est au Centre Bell, on retourne en onde après l'antichambre. Après ça, je prépare mon reportage pour la boucle de nuit de 2h du matin. Donc, c'est des heures vraiment très longues, très agréables, mais très longues aussi. Puis, on est sur la route tout le temps. Je veux dire, j'arrive d'un voyage de 9 jours dans l'Ouest. Surtout quand tu es sur le beat, dans le fond, tu as le même rythme que les joueurs, un petit peu. Ouais, moi je te dirais qu'on travaille plus que les joueurs. Parce qu'ils retournent à l'hôtel faire une sieste, puis nous autres, on reste à l'aréna. Mais oui, c'est ça. Avec t'avais le décalage horaire, et là, j'avais des chroniques radio, donc je devais me lever à 4h30 le matin pour faire mes chroniques. Donc, c'est très exigeant. Comment t'as réussi, parce que t'as 2 enfants, t'as deux gars qui sont plus vieux maintenant, mais... Ouais, 21 et 22. Ce que j'avais fait à ce moment-là, je travaillais à Sport 30, du lundi au vendredi, et le samedi, je travaillais sur le hockey, sur la programmation. Donc, je faisais les entrevues entre les périodes. Je faisais un avant-match et un après-match. Là, à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte et tout ça, je demandais à mon patron d'avoir un horaire régulier, donc de travailler de jour, d'animer le Sport 30 à 18h pour être là le matin et le soir avec mes enfants. Alors là, je voyageais pas la semaine, je faisais juste les matchs du samedi. Fait que du lundi au vendredi, j'avais, entre guillemets, une job de bureau. Donc, j'animais Sport 30 à 18h. Et le samedi, là, j'étais soit au Centre Bell, ou ça s'appelait Centre Monson à l'époque, là, ou sur la route. Mais on voyageait pas beaucoup le samedi. Encore aujourd'hui, les samedis, ça se passe souvent à Montréal. On faisait peut-être 5-6 voyages par année. Mais si mes enfants jouaient au hockey, je me rappelle à un moment donné, on avait joué à Los Angeles, on avait voyagé tout de suite après le match, donc toute la nuit. J'étais arrivée quelque chose comme à 4h du matin à la maison, puis mes fils mon plus vieux avait un match à Montréal en plus, puis on demeurait à la Genève à 6h le matin. Tu sais, les petits bouts de chou, là, ça joue très, très tôt le matin. Puis j'étais arrivée, j'avais pris une douche, je l'avais levé, son petit déjeuner, puis on est allé à l'aréna dans une journée comme aujourd'hui, une tempête de neige. Puis j'oublierai jamais le visage de mon gars qui avait 5-6 ans, puis il me regarde et dit « Maman, t'as pas dormi? » Je lui dis « Non, mais c'est correct. » Il dit « Tu sais, t'es pas obligé de venir me voir, là. » Il dit « Tu travailles au match canadien. » Il dit ça. Il dit « C'est pas mal plus le fun. » Puis il dit « T'aurais pu rester couché. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Bébé, j'ai dit ce que j'aime le plus que tout au monde, c'est de te voir jouer au hockey. Canadien, c'est un travail. Toi, t'es ma vie. » Fait que maman dormira pas pour aller te voir jouer, puis c'est bien correct. Puis maman fera une sieste cet après-midi, parce que toi, tu vas passer avant n'importe quoi. Puis j'ai dit, pose-moi plus la question, mon amour, parce que j'ai dit, maman va toujours être là. Fait que ça, OK. Fait que, tu sais, puis ça, j'ai toujours... Mais il était gentil, il voulait que... Oui, il voulait juste que... ils sont encore comme ça, mes fils, là. Ils sont toujours là pour me défendre, puis pour m'aider, puis pour m'entourer, puis tout ce qu'ils peuvent faire pour me simplifier la vie. Mais je tenais à tu sais, puis bon, si j'arrivais à minuit et demi, puis j'ai un de mes gars qui était malade, mais je passais la nuit debout, puis c'était correct. Puis moi, je me disais toujours, quand je suis à la maison, je suis mère de famille. Et c'était hyper important. Fait que puis mes patrons acceptaient ça parce que bon, et j'en ai eu mon premier est né en 94, l'autre est né en 95. Donc, je les ai eus back to back. Ouais, c'est ça. Et je leur avais dit, bon, moi, je fais des enfants, là. 2 ans. Puis c'est ça. Ouais. Et ensuite, on verra, mais je vais avoir un horaire régulier. Puis mes patrons RDS ont été vraiment cool avec ça. Et là, quand à un moment donné, RDS voulait, ils ont enlevé Sport 30 pour le mettre à RDS Info. Et là, sont arrivés avec le 5 à 7. Donc là, ils m'ont dit... au début, j'avais la chronique des réseaux sociaux, ce que Valérie Sardin fait. On n'a pas parlé de Valérie tantôt, mais elle fait un excellent travail aussi. Fait qu'au début, c'est moi qui faisais cette chronique-là et je détestais ça. J'ai dit à mon patron... après un mois, je dis non. Je suis journaliste sportif, je veux pas faire des médias sociaux. Je suis... Fait que je dis, trouvez-moi d'autres choses. Puis là, mon patron, il dit, tu veux faire quoi?
Ben, je dis, moi, je veux pas enlever la job à personne, mais j'aimerais ça être sur le beat du Canadien. Donc, avec Luc et Renaud Lavoie qui travaillaient chez nous à ce moment-là. Il me dit, écoute, ton timing peut pas être mieux. Renaud Lavoie veut plus le faire. Il veut devenir insider, donc un peu comme Pierre Lebrun, là, ouais, c'est ça, pour les transactions. Bob McKenzie, exactement. Darren Dreger. C'est ça, exact. Fait qu'il dit, il veut plus faire le beat sur une base quotidienne. Il trouve ça trop difficile. Il est tanné. Il veut passer à autre chose. Il veut développer un nouveau créneau. Alors, mais il dit, c'est drôle parce qu'il dit, il était dans mon bureau la semaine passée, puis là, on est au milieu de la saison, là, fin novembre, début décembre. Puis il dit, j'ai dit, écoute Renaud, je peux pas te remplacer. La seule personne que je pense, c'est Chantal qui pourrait te remplacer parce qu'elle a les connaissances, elle a les contacts, mais elle voudra jamais faire ça, c'est une job de fou. Fait que Renaud dit, ouais, t'as bien raison. Ben, je dis, non, c'est ça que je veux faire. Fait que là, il appelle Renaud devant moi. Puis là, il dit, parfait, tu commences demain. Le Canadien s'en allait à Long Island. Il dit, c'est Luc Gélina qui fait le match, mais tu vas partir avec Luc. Tu vas observer un petit peu comment ça se passe. Puis il dit, tu prends la place de Renaud tout de suite. Donc, j'ai commencé, là. Dès le lendemain, j'étais à Long Island, puis là, je dis, Luc, je vais t'observer. Il dit, non. Hey, il dit, t'as plus d'expérience que moi, il dit, je commencerai pas à te donner un stage. Puis là, le micro, va faire tes entrevues, puis il dit, après ça, je vais te dire comment est-ce qu'on alimente les images, puis comment est-ce que, techniquement, comment je travaille pour entrer ça dans le bulletin de nouvelles. Mais il dit, le gros du travail, il dit, vas-y. Donc, ça fait, c'est en 2011. Mais, tes enfants étaient plus vieux. Mes enfants étaient plus vieux. Et là, j'étais allée voir mes enfants quand RDS m'a proposé ça. Puis j'ai dit, bon, ben là, on me propose d'être sur le beat du Canadien, de ne faire que ça. Donc là, je vais voyager beaucoup. Je vais être. Par contre, j'ai congé l'été. Fait que je dis, juillet, août, je suis en congé. Je recommence quand le camp d'entraînement recommence, mais je dis, je vais être occupé. Puis mes gars, c'est le rêve de ta vie, go. On est assez vieux, on peut se débrouiller, il n'y a aucun problème. Et mes enfants trippent encore là quand je le. Est-ce que tu amènes souvent tes gars au ouais, je les oui, pas tellement Sandbell, je les emmène plus à l'extérieur. J'ai emmené mon plus jeune à New York il y a 2 semaines parce que bon, il avait jamais vu New York, puis là à un moment donné, je dis bon let's go, je t'emmène à New York. Fait, ouais, je vais te trouver des billets, puis fait que je les amène sur la route comme là je leur ai dit hier que je les amenais à Las Vegas là pour les trophées de la Ligue nationale de hockey, puis t'as le repêchage d'expansion. Fait que je vais être un petit 5 jours, puis je leur disais toujours, je vais vous emmener un jour à Las Vegas, mais j'attendais que mon plus jeune ait 21, parce que sinon ça lui donne absolument rien. Ah oui, il peut pas aller nulle part. Ouais. Fait que là, il y a eu 21 le 28 décembre. Fait que là, je leur ai dit hier, bon, ben, je vous emmène à Las Vegas. Mène ton passeport. Ouais, fait que là, les gars étaient contents. Fait que je vais vous booker des shows. Mon plus jeune est DJ, là, il trippe sa musique, là. Fait que. Est-ce qu'il aime ça être les fils de Chantal Maccabé, hein, c'est ça? Je sais pas, faudrait que tu leur poses la question, mais je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont, quand il y a les médias sociaux, je veux dire, avec tout ce qui s'écrit sur toi, est-ce que tu leur as dit de pas aller voir ce qui s'écrivait? Ils voient. Il voit. Même qu'à un moment donné, il y en a un qui était très méchant, puis mon plus vieux est arrivé à la maison, puis il dit, il me regarde avec son frère, puis il dit, tu sais, c'est facile de trouver son adresse là. Il dit, je vais aller pétaille. Non, tu te mêles pas de ça, non. Il dit, il y a pas personne qui va parler de ma mère comme ça. Il dit, moi, je te connais, t'es pas comme ça. Puis il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, moi, je vais te défendre. Je dis, non. Puis il est assez costaud, mon plus vieux, là. Puis je dis, non, tu te mêles pas de ça. Puis il a fallu que je les calme. Puis ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ils vont réécrire, mais c'est plus fort que les autres. Ils vont me défendre. Le plus vieux, là, il a appris à garder une certaine distance avec ça. Mon autre, c'est mon grand chevalier, là, qui l'accepte pas, là. Donc, il va envoyer promener certains intervenants, des fois. Tu parlais tantôt du 5 à 7, ça me faisait penser à la fois que j'ai toujours voulu me demander, TSN et RDS appartiennent les deux à Bell Media. Oui. Et je me suis toujours demandé si, parce qu'il y a un duo qui marche, qui est très populaire dans le Canada anglais, qui s'appelle Jay et Dan. Ouais, c'est Jay ils reviennent. Et là, ils reviennent parce que bon, leur émission aux États-Unis a été terminée. Et puis, je me suis toujours demandé si le 5 à 7 puis Frédéric puis Yannick, c'était une réponse à Jay et Dan. Est-ce que c'est une commande qui venait de Bell Media? Regardez, on a un duo comme un peu comique, un peu à TSN. Est-ce qu'il y a une manière d'amener ça à RDS? Je dirais, ça vient pas de Bell Media parce que le 5 à 7 existe avant qu'on appartienne à Bell Media. Ça fait quand même quelques années parce qu'avant ça, les gars du 5 à 7 étaient à RDS Info. Étaient pas sur la grande chaîne. Donc, ça doit faire un bon 8 ans
ça fait 8 ans que le 5 à 7 est là. Okay. Ou 7 ans, 8 ans, en tout cas dans ces eaux-là. Est-ce que c'était pour... Je sais pas, c'est une bonne question que tu me poses, mais je sais pas. Je sais que ces gars-là aimaient travailler ensemble. Et ont développé ce concept-là. Peut-être qu'ils ont été inspirés par Jaydan, ça se peut. Cool. Jay Onrait que j'adore, il est drôle comme le tabarouette, ça n'a pas de bon sens. On a skippé beaucoup d'affaires dans ton parcours, on a sauté du Canada, mais il y a des trucs que je veux pas que je veux revenir, c'est par rapport à quand tu travaillais pour les voisins de Laval, pas pour les voisins, mais c'était les voisins de Laval. C'était statisticienne, l'équipe junior de Laval à l'époque. Et il y avait Mario Lemieux qui jouait pour cette équipe-là, mais pour moi, je peux pas passer dessus parce que pour moi, Mario Lemieux, c'est le joueur, selon moi, aussi, c'est le meilleur que j'ai vu personnellement dans ma vie. Et je veux dire, tu l'as vu de plus proche, il y avait 18 ans. Ouais. C'était quoi, quel souvenir t'en gardes de voir Mario Lemieux à chaque jour? C'est incroyable. Je l'ai vu accomplir des exploits, réaliser des jeux que j'ai plus jamais revus par aucun autre joueur. Tu sais, il y en a des bons, là. Ovechkin est bon, Sidney Crosby est bon, Connor McDavid est extraordinaire, rapide. Tu sais, Wayne Gretzky a été phénoménal, on s'entend, au niveau des statistiques. Mais pour moi, Mario Lemieux a été et demeure encore le joueur le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Il était grand, 6 pieds 4, 230 livres, costaud, même chez les juniors, il avait cette charpente-là. Mais écoute, il s'entraînait pas, il fumait. C'était pas Sidney Crosby qui est au gym du matin au soir là puis qui est musclé comme ça a aucun sens là. Mario c'est un grand maigre là. Mais il avait des habiletés phénoménales et une intelligence du jeu. Donc il voyait tout sur la patinoire. Donc il était très fort, malgré qu'il était pas gros, il était fort. Tout le monde disait qu'il était un peu lent, il était pas lent. Il paraissait lent parce qu'il ralentissait le jeu, parce qu'il gardait la possession de la rondelle longtemps pour pouvoir la refiler. Je me rappelle à un moment donné, le dernier match de la saison, il y a un gars qui s'appelle Michel Bourque qui vient des îles de la Madeleine. C'est un costaud, un goon, on va dire les vraies affaires. Puis c'est le seul qui avait pas marqué aucun but dans la saison. Et là, on est en 3e période, puis on joue contre Longueuil, puis là, t'as Mario qui va voir Michel, puis qui dit à la mise au jeu, OK, Michel, va te placer sur le coin du but, mets ton hockey à terre, puis bouge pas. Et là, Mario prend la mise en jeu, prend la rondelle, bon, on tourne, il refait des passes, ça revient, et là, se place pour que la rondelle ricoche sur la palette de Michel pour qu'elle dévie dans le filet, et ça fonctionne. Et Michel Bourque pleurait de joie. Il avait marqué son premier but, mais il avait rien fait, là. Puis Mario avait dit, tu bouges pas ton hockey, là. Laisse-les là. Elle va rentrer. Fait que Mario avait flippé à la passe pour qu'elle touche au hockey puis qu'elle ricoche dans le filet. C'était tellement drôle, là. Puis Bourque était tellement content, puis je disais, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ce match-là, c'est le fameux match où il a battu le record de Guy Lafleur. Il avait besoin de 3 buts. Et il l'avait battu après la première période. Il avait déjà son tour du chapeau. Finalement, il avait fini avec 6 buts, 5 passes, ce match-là. Wayne Gretzky et Paul Coffey étaient à côté de moi sur la passerelle. Et Gretzky m'avait regardé, puis je le regardais avec un gros sourire, il m'avait dit, je vais avoir de la compétition. Puis j'avais dit, oh yeah, tu vas en avoir un tabarouette. Ça, c'était en 80... Ça, c'est son année de repêchage, donc en 84. 84. C'est autour de avril 84, là. Et donc, les gars des ligues majeures venaient voir... Oui, parce que les Oilers jouaient à Montréal, jouaient contre le Canadien. Okay. Et là, tout le monde disait, bon, ben, Mario Lemieux va battre le record. C'était sûr, c'était 133 buts, donc il va... 133 buts. Ouais, c'était assez spectaculaire. Donc, écoute, l'aréna à Laval était bondé de monde. Et Gretzky était venu voir ça avec Paul Coffey, ce phénomène-là, parce qu'il n'y avait pas l'occasion, il jouait pour les Oilers d'Edmonton, de voir des matchs à la Ligue junior majeure du Québec. Et Mario avait été phénoménal. Et il l'a toujours été. Tu sais, et c'était drôle parce qu'à un moment donné, quand il est arrivé à Pittsburgh, puis moi, RDS savait que, bon, je connaissais Mario, sa famille, puis donc il m'envoyait couvrir les Pingouins. D'ailleurs, l'an passé, j'ai couvert les Pingouins, les 4 rondes dans la série. J'adore cette équipe-là, depuis que Mario est là. Ah oui. Et à un moment donné, il y a un journaliste américain puis Mario parlait plus ou moins anglais à ce moment-là, puis il avait demandé, tu fais quoi pour ton entraînement? Tu sais, il dit, c'est bon que ça, tu dois t'entraîner, puis ça. Puis Mario, il dit, ben, et là, il osait pas dire qu'il s'entraînait pas. Il dit, ben, j'arrête de mettre du ketchup sur mes patates frites.
C'est ça sa réponse. Et là, tout le monde a éclaté de rire, puis tout le monde trouvait ça très drôle, mais moi, je savais que c'était vrai. Ouais, c'est ça. Mais ça a été le plus grand quand il est revenu de son cancer à Philadelphie. Il avait eu un traitement de radiothérapie. Puis il a pris l'avion tout de suite après, puis il est allé marquer un but. Tu sais, il a fait gagner des coupes Stanley. Tu sais, puis j'ai l'occasion de le voir régulièrement parce que je vais faire des matchs à Pittsburgh. L'an passé, comme je t'ai dit, j'ai passé les 4 rondes avec eux autres. Puis je lui parlais presque à tous les jours. Puis il est resté humble, il est resté. Tu sais, il y en a qui disent il méprise les médias, il méprise les partisans. C'est pas vrai. C'est difficile à cerner. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut sa vie privée. C'est quelqu'un de très introverti. C'est pas le gars qui va, même quand il comptait puis il faisait des records là, même chez les juniors là où d'habitude c'est une époque de ta vie où t'es plus exubérant. Ouais. Lui pas du tout. C'était comme si fallait qu'il le fasse. Puis les attentes ont toujours été extrêmement élevées envers ce gars-là, autant comme joueur que comme propriétaire. Puis pour lui, c'est juste normal. Donc c'est pas quelqu'un qui va sauter là, même quand ils ont gagné la Coupe Stanley là, il souriait mais il était pas au plafond là, tu sais, puis il a bu dans la coupe mais il a pas fait le con là, tu sais. Donc c'est quelqu'un il est comme ça. Puis il a pas changé. J'ai entendu dire que c'était parce que un talent naturel là, ça c'est incroyable, mais qu'il était aussi bon au golf, apparemment, qu'au hockey, qu'il aurait pu, s'il avait voulu être golfeur professionnel. C'était vraiment un athlète C'est un athlète naturel, absolument. C'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. C'est un peu comme, tu sais, je regarde Guy Lafleur, que je rencontre régulièrement aujourd'hui. C'est un phénomène physique, Guy Lafleur. Il est encore top shape, il n'y a pas une once de gras, il est encore super musclé, il pourrait patiner, il pourrait jouer avec les anciens, il est écœuré, il joue plus du tout, mais ce sont des athlètes hors pair, je les appelle des extraterrestres là, tu sais, il y en a. Mario Lemieux, c'est pas ça a pas été très médiatique, mais tu sais, le monde a beaucoup parlé de quand Éric Lindros a pas mis le chandail des Nordiques. Ouais. Mario Lemieux avait vécu une situation similaire avec les Pingouins. Problème de contrat avec les Pingouins. Exactement, mais ça a été beaucoup moins ça a beaucoup moins marqué. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un problème au niveau contractuel, je me rappelle plus c'était quoi ses demandes et tout ça. Puis il avait menacé de pas se rendre à l'aréna la journée du repêchage et finalement on lui a conseillé de dire écoute, tu peux pas, tu vas être le tout premier choix, tu peux pas te rendre, bousille pas un événement qui va arriver une fois dans ta vie pour un problème de contrat. Ils vont finir par s'entendre avec toi. C'est toi qui veux, puis tu vas changer l'histoire de cette concession-là parce que les Pingouins étaient moribonds, là, ça allait pas du tout, là. Et finalement, il s'était présenté, il s'était levé, mais il était pas allé à la table des Pingouins. Et il avait pas mis le chandail des Pingouins. Non. Parce que je pense il a fait un peu à sa tête. Il a fait comme une concession, mais il a fait à sa tête en même temps. Il a tenu son bout là. Je pense que c'est peut-être un des choses qui a contribué à son portrait un peu mystérieux des médias de là, il vit une mauvaise foi. Ça, mais je pense que c'était à l'époque où en tout cas, lui était très conscient de sa valeur. Ah, ben oui. Alors qu'à, tu sais, maintenant, il y a il y a beaucoup plus de barèmes, les salaires, les entry level, exact, tout ça. C'est tout la même chose. À l'époque, je pense que lui, il a dit, mais attendez, là, je sais qu'est-ce que je vaux. Payez-moi. En conséquence. Exactement. Je pense que c'était un des premiers à faire ça. Ouais. Ce qui est peut-être mal vu au Québec, là, quand l'argent est impliqué. Mais c'est comme ça. Puis aujourd'hui, les joueurs savent ils ont des agents puis ils savent ce qu'ils veulent. Je suis sûr que je t'avais déjà entendu parler que le fameux match avant le record où il battait le record de Guy Lafleur, tu lui avais parlé avant, à savoir, étais-tu nerveux, faut que tu battes le record. Juste avant le match. Comment il réagissait? Il dit non. Il était pas nerveux du tout. Il avait confiance, il savait qu'il était pour le faire. Il dit, je vais régler ça assez rapidement. Puis après, je vais faire marquer Michel Bourque. Il y a quelque chose que j'ai lu, j'avais jamais entendu parler de ça, dans ton parcours. T'aurais animé une émission à Much Music. Ah oui, j'ai commencé avec ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, ça fait, c'est avant Musique Plus. Oui. Ça fait longtemps. Comment j'ai eu cette émission-là? Écoute, ça fait tellement longtemps. J'avais 17 ans, 18 ans. Écoute, c'est un contrat qu'on m'avait offert, mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai eu ça. Mais oui, c'est un contrat que j'avais offert, j'avais accepté de le faire, même si c'était une co-animation. Et j'étais très jeune. Non, c'est en français. C'est en français? En fait, ce qu'il voulait faire, c'était un pilote pour Musique Plus. Oh.
Et c'est devenu et là c'était le début des vidéos qu'on présentait, des vidéoclips qu'on présentait et tout ça. Et c'est un genre, au début c'était un pilote qu'il voulait faire, et ensuite c'est devenu une émission hebdomadaire qu'on faisait, et Musique Plus est arrivé après là. Donc c'est André Marchand. C'est-tu André? Monsieur Marchand? Pierre Marchand. Exactement. Marchand, ouais. Qui a parti ça. Et Pierre est devenu, le grand boss, là, ensuite de ça. Donc, c'est là-dedans. C'était drôle parce que je connaissais la musique parce que j'étais une ado qui aimait la musique, mais je n'étais pas experte en musique, alors que mon co-animateur, Dieu merci, lui, il connaissait tous, ils avaient tous rencontré, il avait parlé à tout le monde, mais j'avais trippé, j'avais trouvé ça super le fun, c'était complètement différent, le monde de la musique, c'était un autre monde. C'était quoi le concept? C'était vidéoclip, puis vous présentiez des vidéoclips. Oui, c'est ça, puis on interviewait, ça allait d'Éric Lapointe à tout le monde là. Ça passait à Much Music. Oui, exact. Ça passait en ondes, hein? Ça passait en ondes, oui, ça allait en ondes, en français. Okay. Oui. Puis comme je t'ai dit, après ça là, ça a été comme au tout début de Musique Plus adapté là, donc est-ce que Chantal Macabou a failli être VJ? Non. Vraiment pas. J'ai aimé ça, je trouvais ça le fun, mais moi je voyais ça comme une expérience télé. Okay. Je voyais pas ça comme non, je voulais vraiment faire du sport, c'était pas OK. Mais c'était cool à faire. Dans les années 80, à peu près dans ces années-là, il y avait il y avait le Lancer Compte qui était la grosse série du moment. Puis on a parlé de les présences médiatiques des femmes dans le sport, et le personnage de Linda Hébert. Linda Hébert, langue de vipère, qui disait, André, qui était pas le personnage le plus sympathique. Comment tu trouvais ça? Est-ce que ça a influencé le regard des gens? Je sais pas, ou est-ce que ça t'avait offensé comme portrait des femmes? Comment? Parce que je sais, je me souviens pas c'était qui, mais je sais que c'était inspiré de Lisa Froula. C'est ça, c'est ça, là. OK, parce que Jean-Claude Lard est venu, puis il disait, c'est inspiré de quelqu'un, mais là, je me souviens, il trouvait plus le nom. Ouais. C'était Lisa Froula, à la fin. Exactement. Non, ça m'avait pas choqué. Je trouvais, c'est sûr que moi, je suis complètement à l'opposé. T'essayes pas d'aller chercher le... Jamais. Je veux dire, je suis pas bête avec personne, je suis pas bête avec les joueurs. Moi, j'ai fait au contraire. J'ai fait ma place, tranquillement, mais sûrement. Et j'arrivais pas d'une place pour tout défoncer puis insulter les joueurs puis les brasser, puis ça fonctionne pas. Surtout aujourd'hui, ça fonctionne pas de cette façon-là. Peut-être à l'époque un petit peu plus, mais c'est pas. Non, mais c'est l'imagination de Régent Tremblay qui a fait une série phénoménale. Je veux dire. Tout le monde regardait Lancer Compte. Ça a été d'ailleurs, ça a duré pendant des années. C'est sûr que c'était un petit peu négatif comme image. Par contre, faut se mettre dans le contexte de ces années-là. Une femme qui voulait faire sa place dans un monde d'hommes devait démontrer de la testostérone. Ouais. Et c'est pourquoi ça me dérangeait pas, dans le sens où elle fait sa place, elle va agir comme les gars, elle va parler comme les gars, ce qui était loin d'être fou comme personnage et comme idée de personnage. Mais non, c'était pas ma façon de fonctionner, mais je le comprenais bien. Puis je détestais pas ça, je l'aimais bien, moi. C'est ça, elle avait du caractère. Oui, exact. Apparemment que t'es quelqu'un qui est très gaffeuse, physiquement. Physiquement, mais oui, dans le sens, oui, évidemment, dans le sens que les manches, Qu'est-ce qui s'est passé? À Pittsburgh? Je sais pas, il y en a comme plusieurs que j'ai vous dire, mais je pense que t'en as des entre autres, à Pittsburgh, je me suis enfargée. Je m'en vais voir l'entraînement du Canadien, puis on arrive sur le palier en haut, et là, faut descendre pour aller dans les estrades. Et là, j'ai mes notes, j'ai mon cellulaire, puis mon caméraman passe à côté de moi puis dit prends ton micro, et on a toujours un micro avec une perche parce que les scrums, on est tellement nombreux que ça prend une perche, parce que sinon on peut pas être à côté du joueur. Alors je dis Renaud, je dis laisse faire la perche, je dis tu sais j'ai les mains pleines. J'ai pas le choix là, je m'en vais filmer. Fait qu'il me donne la perche et je prends la perche, mais la perche, on a deux sortes de perches. On a des vraies perches, donc avec un bout en métal qui est rétractable, et on a des perches bâtons de hockey. Littéralement. Et là, il me donne la perche bâton de hockey, qui est tenue par du ruban adhésif, mais qui est mal tenue. Et là, fait que je prends le micro, et là, le bâton, il se détache un petit peu du microphone, et il me barre le chemin, mais là, au moment où je suis en train de descendre les escaliers. Oh boy. Et fait là, je me dis, et t'as le temps, c'est fou à quel point t'as le temps de penser à plein de choses en une fraction de seconde. Et là, je me vois tomber, et c'est des marches de béton, là, dans l'aréna à Pittsburgh.
Et là, tout ce que je pense, c'est de me protéger la tête parce que je vais faire une commotion. Fait que, en tombant, je me garoche littéralement dans les bancs pour pas atterrir la tête sur le béton dans les marches. Alors là, en faisant ça, donc je me donne comme une poussée pour tomber dans les bancs, mais je déchire mon pantalon et là, Danny Dubé vient me voir, puis t'es-tu correct? Puis je dis, ouf, oui, je suis correct, j'étais un peu étourdi, puis là, il rit, puis il dit, Caroline, puis les gars me connaissent, hein, je me cogne tout le temps, je m'en fâche tout le temps, je glisse, je tombe, c'est arrivé encore en fin de semaine à Edmonton. Fait que là, je dis oui, je suis correct, mais je dis tabarouette, j'ai mal à la jambe. Puis là, je pense que mon pantalon est déchiré, puis là, je regarde ma jambe. Le pantalon est tout déchiré, j'ai la jambe en sang et je suis coupée à 2 places. Fait que là, il dit OK, tu t'es ouvert. Je dis ouais. Fait qu'il disait on va appeler Graham Reinben, qui est le soigneur du Canadien. Et là, les joueurs sont sur la patinoire, mais là, tout le monde me regarde. On leur dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis là, Graham, elle monte avec sa trousse. Puis là, il me dit, oh, t'es coupé jusqu'à l'os. Je vois ton os. Je dis, oui, je le sais, Graham, mais tu peux-tu arranger ça? Parce que moi, j'ai du travail à faire. Il dit, je vais te faire tes points. Alors, il appelle son assistant qui monte. Fait que là, il me donne des sacs de glace. Il me donne un Gatorade parce que je suis en train de m'évanouir. Alors là, il fait les points. Bon, il enrubane tout ça. Il me donne des pansements supplémentaires dans un petit sac avec de la glace. Puis il dit là, tu peux pas travailler. Il faut que tu soulèves ta jambe. Non, j'ai une journée de 16 heures. C'est une journée de match. J'ai pas le choix. Fait qu'il me donne des Advil, des choses comme ça. Fait que là, je descends en bas dans le vestiaire après. Puis je titube, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je boite un peu. Et là, Brian Gionta, qui était capitaine du Canadien, il me regarde dans le vestiaire puis il dit « Lower body, Chantal? » Là, les gars partent à rire, je dis « You smart ass. » Fait que ça arrive souvent, ça. T'as fait ta journée quand même, hein? J'ai fait ma journée quand même. Qu'est-ce que tu veux? J'avais pas le choix. Mais c'est le fun au moins que t'as accès aux soigneurs des Canadiens. Ben, ils ont été tellement fins, Graham. Le personnel du Canadien, là, on peut critiquer cette équipe-là pour toutes sortes de raisons, mais au niveau administratif, au niveau personnel, c'est une équipe de première classe. Ils sont extraordinaires. Tu sais, il aurait pu pas s'occuper de moi, il est pas obligé, je suis journaliste, là. Mm-hmm. Mais il est montré dans les estrades, ils ont pris soin de moi, là, d'une façon vraiment, vraiment cool. Ils ont fait des choses à un moment donné, je suis à Columbus, puis ma mère est à l'hôpital, elle est aux soins intensifs, puis on sait pas si ça va passer la nuit. Puis c'est une opération qui a mal tourné qu'elle a eue. Puis ma sœur m'appelle, puis là, à un moment donné, je suis dans le corridor, c'est juste avant le match. Et je pleure ma vie. Je suis à Columbus, je suis loin, je peux pas être là. C'est soudain, c'est une opération là qu'elle avait déjà eue, qui tu sais, mais celle-là, elle tourne mal, puis là, on sait pas. Fait que, puis Marc Bergevin vient me voir, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, ma mère est entre la vie et la mort, et je me sens tellement loin et tout ça. Fait qu'il dit, tu retournes quand? Ben, j'ai dit, je vais être à Montréal demain après-midi parce que nous, on voyage pas avec l'équipe. Donc, j'avais un vol le lendemain qui était pas un vol direct en plus. Fait qu'il dit, non, il dit, ça marche pas. Il dit, faut que tu sois avec ta mère. Il dit, écoute, va à l'hôtel, va chercher tes choses, fais ton check-out, puis il dit, tu vas t'emmener avec nous autres dans l'avion. Fait qu'il dit, ce soir à minuit, tu vas être au chevet de ta mère. Alors, Marc Bergevin m'a ramené avec l'équipe pour que je puisse être avec ma mère. Je suis partie de l'aéroport, j'avais ma voiture là, puis je suis allée directement à l'hôpital. Et ça, je l'oublierai jamais. Directeur général d'une équipe, là, qui me voyait là en larmes. Lui, il a perdu sa mère quand il était jeune et ça l'a énormément marqué. Ouais. Il la pleure encore, sa maman. En entrevue, il pleure automatiquement. Oui. Et lui, quand il a su que ma mère était était pour passer la nuit, ça l'a atteint beaucoup, ça l'a affecté. Puis il dit, regarde, moi, je vais tout faire pour que tu sois avec ta mère. Et tu t'es rendu comme de fait. Oui, puis ma mère est correcte aujourd'hui. Ouf. Elle s'en est sortie. J'avais peur de la fin. Ouais, non, elle s'en est sortie. Mais quand même, c'est... Ouais. Mais ça, là, c'est, tu vois, c'est la première fois que j'en parle de ça, là. Ça, c'était extraordinaire. Ça, c'est le Canadien de Montréal. C'est une équipe, on parle même pas du jeu, je parle des gens qui travaillent pour cette organisation-là. Ils ont ce côté qui est très humain. Tu sais, on est perçus comme des ennemis, les journalistes, tu sais. Et oui, on est perçus comme des ennemis, mais là, c'était plus ça. C'était, écoute, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, puis moi, je vais l'aider. Fait que ça, j'oublierai jamais. Ça a été un geste extraordinaire. Est-ce que des fois,
sais, vous êtes tellement souvent avec les joueurs, avec l'organisation. Est-ce que des fois tu te dis, on est rendu trop proche, on n'a plus de distance? On n'est pas si proche que ça. Okay, mais tu sais, on les voit beaucoup. À force de côtoyer, ouais. Oui, mais. Hey, dis pas ça sur moi, Chantal. Là, tu sais, je t'ai donné un vol d'avion. Non, jamais ça va arriver. Jamais ils vont s'ingérer. Puis non, on n'est pas si proche que ça. Okay. Les seuls temps où je peux parler avec les joueurs, c'est, mettons, j'ai fini mes entrevues. Tu sais, je te donne un exemple. Cette semaine, on est à Edmonton. À Calgary. Non, on est à Edmonton parce que je parle de David Desharnais avec Pacioretty. Mm-hmm. Puis j'ai fini de travailler, puis Patch est encore là, puis il jase. Tu sais, il est super fin, Max Pacioretty, en passant. Là, il jase beaucoup avec nous autres à micro fermé. Okay. Puis là, il sait que j'aime bien les Pingouins, fait qu'il me dit t'as dû regarder le match, les Oilers avaient joué contre les Pingouins la veille. Fait que je dis oui, je dis écoute, je suis tellement contente pour David, puis là il se met à jaser de David Desharnais et tout ça. Donc puis un moment donné on parle, je dis là tu vas affronter, ça va être à ton tour d'affronter Connor McDavid, tu sais. Fait que genre mais je dis pour moi, je dis de toute façon moi mon préféré c'est Sidney Crosby, tu sais. Puis Patrick part arrive, ben moi c'est Patrick Kane. Il dit on se tient entre Américains, tu sais. Fait qu'on part arrive, mais tu sais c'est dans ce contexte-là qu'on va jaser avec les joueurs, mais à l'extérieur, on va loger aux mêmes hôtels, mais on les voit pas. Moi, comme je te dis, j'arrive à l'aréna bien avant eux autres, puis quand je retourne à l'hôtel, eux autres ont quitté parce qu'ils quittent toujours tout de suite après les matchs, ils restent pas là. Fait que c'est plus comme ça là dans le vestiaire parce que c'est pas toute l'équipe qui reste non, là. Il y en a toujours juste 2-3 là. Ouais. À un moment donné, j'ai jasé avec Brendan Gallagher, j'ai dit puis qu'est-ce que tu penses de l'aréna? Puis lui il est natif d'Edmonton, il demeure à Vancouver mais il est natif d'Edmonton. Puis l'aréna à Edmonton, c'est le plus beau de la ligue, c'est rendu le plus beau là, puis le vestiaire des visiteurs est phénoménal. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. D'habitude, c'est des petits vestiaires tout miteux, tout croche, tout ça. Mais là, c'est vraiment un vestiaire de la Ligue nationale comme s'il était presque les locaux, là. Fait que j'osais un peu de ça, mais... De quoi tu parles avec les joueurs en général hors d'onde? De hockey. De hockey. Quand s'il y en a un qui a un enfant, ben là je vais en parler ça un moment donné. Bon, quand Max Pacioretty a eu son deuxième fils, il avait l'air fatigué là, je dis non pas gros dans ce temps-là hein, puis là il dit pourquoi tu dis ça? Ben je dis je suis mère de famille là avec un bébé là, puis là, il part, il dit effectivement il fait pas ses nuits, il dit je dors pas. Il dit je viens à l'aréna de bonne heure, tu sais, fait que là tu dis bon ben tu sais fait que ça va être ça. Mais on va parler de hockey 3/4 du temps. La femme de Max Pacioretty qui est la sœur de... Elle est russe. C'est la sœur de Maxime Afinaganov. Oui, exactement. Exactement. C'est une ancienne joueuse de tennis. Oui, exact. Y a-tu des joueurs, t'en as tellement côtoyé là, au fil des années, qui sont devenus des amis? Pas des amis proches, mais oui. Des bonnes connaissances. Des bonnes connaissances, des gars avec qui je vais aller jouer au golf, par exemple. Ou ils vont m'inviter à leur tournoi de golf, c'est plus ça. Oui. À qui tu penses? Max Talbot m'invite toujours à son tournoi de golf. Luc Robitaille, je suis devenue amie avec sa famille. À un moment donné, j'étais mariée, puis notre couple d'amis, c'était le frère de Luc, Pierre Robitaille, sa femme. Donc, j'ai connu ses parents. J'ai Daniel Marois, Donald Odette, c'est des amis de couple à mon mari puis à moi. Okay. Donc, il y a le fait aussi que mes enfants jouent au hockey. Fait que mon plus jeune a joué avec Daniel Odette. Il a joué, avec Anthony Duclair. Mon plus vieux a joué avec Charles Hudon. Fait que j'ai toujours été dans le hockey. Fait que veux pas, à un moment donné, il y a des liens d'amitié qui vont se dessiner, mais pas des amitiés proches de se jaser à tous les jours, là. Mais s'il se passe quelque chose, je peux appeler un joueur que je connais plus pour lui demander telle nouvelle ou ton contrat. Mais c'est pas... il y a pas d'amitié très proche là. Comme mes collègues de travail le sont, comme Marc Labrec, comme Louis-Philippe Neveu qui est rendu à TVA Sport, qui était un de mes meilleurs amis, Renaud Lavoie que j'adore, qui est un bon ami. Tu sais, mes collègues de travail, je les vois à l'extérieur parce qu'on est toujours ensemble. Mais les athlètes, je garde quand même une certaine distance. Là. Faut pas. À quoi ça ressemble là? On parle des joueurs de hockey sur la route, ils vont sortir, ils vont ci, ils vont ça. À quoi ça ressemble quand vous êtes journaliste sur la route, justement, que vous êtes des amis, vous êtes ensemble, tout ça? Ouais. À quoi ça ressemble? Les joueurs sortent beaucoup moins qu'avant parce que c'est une parenthèse que je veux faire parce que on arrive les gars vont arriver autour de
4 heures, 5 heures la veille du match. Fait qu'ils vont souper, puis le lendemain, ils ont un match, puis un entraînement matinal. Fait que c'est plus comme avant. Avant ça, ils prenaient des vols commerciaux, ils restaient après les matchs, ils repartaient juste le lendemain, et c'est après les matchs que les gars sortaient. Mais là, ils ont un avion privé, donc tout de suite après le match, 1h30 après, ils sont dans l'avion, puis ils décollent, puis ils sont de retour. Fait que c'est plus ce que c'était. Nous autres, ce qu'on va faire, on va souper, mais sortir. Il y en a qui vont sortir. Ça dépend dans quelle ville, puis ça dépend combien de temps on est là. C'est sûr que si t'es 4 jours à Nashville, faut que tu ailles dans un bar à Nashville. C'est trop cool, c'est trop le fun, l'ambiance est extraordinaire, tu sais, mais tu sortiras pas nécessairement à Détroit, tu sais, ou à Buffalo. Tu sais, fait que là, on va souper, mais généralement, on va souper, puis après ça, on va se coucher, parce que le lendemain, je fais une journée de 16 heures, puis je fais de la télé, là. Je peux pas me maganer, là. C'est quoi mettons, je veux dire, tes top 3 villes que t'aimes aller quand tu suis le Canadien, genre que tu sais que t'as des choses à faire, là? Nashville, elle fait partie de mon top 3, c'est certain. Même si je suis pas une fan de musique country, il reste que l'ambiance qu'il y a à Nashville est vraiment tripante. Les petits bars, ce sont tous des bands live, autant dans les restaurants que dans les bars, fait que c'est vraiment trippant. J'adore New York. New York, j'aime tellement cette ville-là. C'est une ville qui bouge. C'est bon, New York, c'est New York. Et pour des questions purement de température, j'aime beaucoup aller à Sunrise à Fort Lauderdale. On y va là dans Panthers. 2 semaines, là, les Panthers. C'est super le fun. Il y a plein de Québécois. Je veux dire, il y a comme l'aréna. Des caisses des jardins en Floride. Mais oui, sur 15 000 amateurs, il y en a au moins 10 000 qui sont des Québécois. Absolument. Donc l'ambiance est vraiment le fun, puis je parle à tout le monde, c'est cool. Mais il y a plein d'autres belles villes là qui sont le fun à aller Celle qui aussi. est peut-être la plus sous-estimée dans les villes, mais que tu... Columbus. Pour vrai? Ah ouais, c'est une très belle ville, c'est une petite ville universitaire, c'est magnifique, des bons restaurants, c'est propre. J'aime beaucoup aller là. Et ce qui est le fun, c'est que l'hôtel est juste à côté de l'aréna. T'as pas besoin de prendre de taxi. C'est très sous-estimé, mais une super belle ville. Puis j'adore Boston, Philadelphie. C'est sûr que Los Angeles, c'est toujours bien le fun. Plus que San Jose puis Anaheim. C'est beau San Jose, mais il y a rien à faire là. Anaheim, c'est correct, mais l'aréna est un petit peu perdue dans un champ. Los Angeles, c'est cool, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des villes que tu te dis, ah non... Je sais pas pourquoi Buffalo, c'est ordinaire. Honnêtement, je voulais pas le dire, mais les joueurs, c'est celle qui mentionne le plus comme étant la ville. C'est mieux que c'était, par contre, parce qu'ils sont en train d'améliorer le centre-ville de Buffalo. Okay. Ils ont amélioré l'aréna. Ils ont construit un super beau Marriott juste en face de l'aréna avec un sports bar le plus beau que j'ai jamais vu, d'ailleurs. Immense, magnifique. Fait qu'ils sont en train d'améliorer la ville beaucoup. C'est moins pire que c'était, mais ça reste que c'est difficile. T'as Détroit, mais moi j'adore Détroit. Je suis une fan de musique Motown. Et il y a des petits bars montants. J'ai des amis qui demeurent à Détroit, là, d'un couple d'amis depuis 20 ans. Et quand j'y vais, ils viennent me chercher, puis on s'en va dans un petit bar montant, on va souper, puis c'est vraiment cool. Fait que moi j'aime ça aller à Détroit, mais tu peux pas te promener en ville. Un moment donné, Martin McGuire puis Danny Dubé décident de partir du Joe Louis Arena puis de se rendre à l'hôtel à pied, ce qui est pas loin, là, c'est peut-être 2 kilomètres. Ça se fait super bien. Et la police les a accostés. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Bon, on s'en va à l'hôtel, embarquer. Comment ça? Non, embarquer, c'est trop dangereux. Vous promenez pas quand il fait noir. Surtout que le soleil est plus là, vous ne vous promenez pas en ville. Alors, les policiers les embarquaient puis les emmenaient à l'hôtel. Oh boy. Ouais, fait que c'est un peu dangereux. Donc, mais c'est pas un endroit où je déteste aller, là. Tu sais, je trouve ça le fun. Est-ce que c'est aussi, c'est ça, ok, c'est aussi rough qu'ils disent, visiblement? Pour que la police, oui. Il y a beaucoup de gangs de rue, il y a beaucoup d'immeubles abandonnés. Ils ont eu un gros down économique. Ils sont en train de se rebâtir eux aussi. Là. Ça commence à être beaucoup mieux. D'ailleurs, où sera le nouvel Arena? C'est pas loin du stade de baseball. C'est magnifique. Et on nous dit que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Mais est-ce que tu as hâte d'aller à Vegas? Ouais, ben j'y vais à chaque année pour les NHL Awards. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu l'aréna. Ouais. J'ai pas vu l'intérieur parce que c'était pas ouvert, mais j'ai vu l'extérieur. C'est Vegas. Ouais, c'est ça. C'est très bling bling. C'est très flash. On dit que c'est magnifique à l'intérieur. J'ai très très hâte de voir ça. Mais c'est sur la strip. C'est super bien situé. C'est l'autre côté du MGM. Oh. Moi je pense que ça va fonctionner.
J'ai très hâte d'assister à un match là. Tantôt, on a nommé Max Talbot, ça me faisait penser, puis c'est un sujet un peu moins rose, mais je voulais en parler avec toi. Max Talbot, qui est un bon ami de Bob Bissonnette, qui est décédé chanteur. Mais Bob Bissonnette avait a une chanson qui s'appelle Chantal Maccabée. Oui. Un hommage à toi sur je me souviens plus du refrain, mais c'est une femme en tout cas extraordinaire. Et écoute, si je me trompe pas, est-ce que ça se peut que Bob Bissonnette est mort la journée de mon anniversaire, oui, exactement. le 4 septembre. Ouais. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Bob, c'est Max Talbot qui me l'avait présenté dans on était une gang de RDS. On avait été invités au party de la Coupe Stanley que avec Marc-André Fleury, c'est Marc-André Fleury puis Max qui nous avait invités. 2009. Exactement. Et là, Bob est là et Max dit Chantal, faut que je te présente Bob Bissonnette. Il t'adore. Il aimerait ça écrire une chanson sur toi à un moment donné. Il veut absolument te rencontrer. Fait que là, il me présente puis un gars extraordinaire, très drôle, avec un charisme complètement débile. Puis là, on se met à parler puis il dit, à un moment donné, je vais t'écrire, j'aimerais vraiment ça, te rendre hommage, puis ça, voyons donc, hommage, tu sais, Bob, je mérite pas ça. Tu dis, oui, tu vas voir. Et quelques années plus tard, il m'appelle, puis il dit, regarde, je t'envoie les paroles, puis après ça, je vais la faire, puis si t'aimes pas ça, je vais pas l'endisquer. Mais je veux au moins savoir ce que t'en penses. Fait qu'il m'envoie ça, je lis les paroles, je suis crampée, je trouve ça super drôle. Ensuite, il m'envoie la mélodie, puis là, il la chante, puis je dis, mais c'est super bon. Fait qu'il dit, oui, si tu veux l'endisquer, fais ce que tu veux. Je dis, d'abord, je te remercie. Je pense que c'est le plus bel hommage que j'ai jamais eu de ma vie. Et c'est ça, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il me demande la permission, parce que j'aurais pu tout simplement pas le faire. Mais j'adore ça, puis écoute, c'est devenu mon thème à ma chronique du 91.9 le matin, là, à la radio. Et effectivement, donc un gars que j'ai eu l'occasion de revoir une fois de temps en temps, qui était, quel bon gars, quel gars jovial et talentueux. Puis il est décédé la journée de ma fête, le 4 septembre dernier. Et ça, j'étais d'abord sous le choc de son décès, mais je me disais, quel timing de merde. Ouais. Tu sais, c'est spécial. C'était bizarre. J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé là pour parler de ça. Ouais. C'était dans la trentaine, garder un gars de plein, c'était épouvantable, plein de vie, plein de talent, puis un marchand de bonheur. Ouais, c'est ça. Je vais enchaîner parce qu'on on parlera pas tout le long, mais par rapport à il y a eu le gros bid de Rogers pour acheter les droits de la Ligue nationale. Ouais. Et Rogers, le penchant francophone, c'est TVA Sport. Ouais. Et le TVA Sport, ça crée une nouvelle station de sport qui n'existait pas parce qu'avant RDS, c'était la seule station de sport au Québec. Ouais. Et là, quand c'est arrivé, ben là, il y a eu beaucoup. Évidemment, c'est comme eux, c'est en espérant que les Nordiques reviennent. Évidemment, il y a eu beaucoup de transferts. Il y avait beaucoup d'argent. Donc, Renaud Lavoie est allé, Michel Bergeron, beaucoup de gens qui ont quitté. Est-ce que ça a comme créé un petit clash là, tu sais, qu'il y a une nouvelle station qui arrive, que des gens disent, ben regarde, la paye est meilleure ou peu importe pour les raisons, je vais quitter. Des gens qui étaient là à RDS depuis longtemps. C'est sûr que ça a créé une onde de choc. Ouais. C'est pas arrivé du jour au lendemain, fait qu'on savait que ça s'en venait, on savait que ça serait ça. Moi, je trouve que en bout de ligne, ça a été très bon. Je pense que c'est l'amateur de sport qui est gagnant. Je pense que ça l'a forcé RDS à être meilleur, à se surveiller, à se dire, OK, on peut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut bouger, il faut prendre des décisions, il faut faire des choses, il faut être là. Et je pense que ça a juste eu du bon et ça a créé beaucoup d'emplois. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, je dis, quand t'as juste une station qui fait du sport, t'es limité. Tu sais, t'as quoi, 50 jobs. Là, ça crée énormément d'emplois. Et les gars qui ont transféré, tant mieux pour eux autres. Je veux dire, c'était leur décision personnelle. Moi, j'ai voulu rester à RDS parce que ça, j'allais te demander. C'est mon bébé. Pas que l'offre était pas intéressante. Les gars, comme je t'ai dit, un de mes meilleurs amis, c'est Louis-Philippe Neveu, qui est producteur de hockey à TVA Sport. Donc, tu as reçu des offres, évidemment. Oui. Renaud Lavoie, que j'adore et tout ça. Donc, mais il y avait deux choses. J'avais extrêmement de la difficulté à me voir ailleurs qu'à RDS. Ça fait quand même depuis 1989 que je suis là. Et par contre, j'avais dit à mes patrons... Je suis né en 89. C'est bon, ça fait longtemps. Ouais. Puis j'avais dit à mes patrons, la seule chose qui me ferait quitter, c'est si on n'a plus de hockey.
Parce que si on n'a plus de hockey, je vais faire quoi? C'est ça, je veux faire du hockey. Et on m'avait dit, Jerry Frappier, le président, m'avait dit, qui était en pleine négociation, je vais tout faire pour garder du hockey. Et finalement, on a quand même les matchs, on a 60 matchs en saison régulière. C'est ça que je comprends pas. Le montant qui a été payé, qui est astronomique, là, par Rogers, c'est pour les parties de série. Oui, les parties les plus payantes, j'en conviens. Les parties de série, les matchs du samedi, les événements spéciaux, repêchage, match des étoiles, tout ça. Mais ça reste que Bell, RDS, Tyson, ont soixantaine de matchs. Qui est la majorité des matchs. Je comprends pas exactement le calcul parce que ils ont payé un montant que et je cite Jerry Frappier qui a dit si on RDS égalait l'offre de Rogers, on serait en faillite présentement. Absolument. Je comprends pas comment tu peux payer autant puis ne même pas avoir la totalité des matchs. Je sais pas. Ça c'est propre à TVA Sport. Je veux pas me mêler de ça, mais eux ont les droits nationaux et nous on a les droits régionaux. Donc eux sont partenaires avec la Ligue nationale de hockey. Nous on est partenaires avec le Canadien. Si tu veux. On a les droits régionaux. Donc c'est sûr que les autres c'est un gros contrat dont fait partie Rogers. Et nous on est tout seul là-dedans, c'est RDS. TSN n'a pas de match, il y a juste RDS qui a les droits régionaux du Canadien. Ça a coûté extrêmement cher. Et pour RDS et pour TVA Sport, c'est ça la demande aujourd'hui. Et ce qui m'a rassuré, c'est qu'on les avait pour 12 ans, là, les droits régionaux. Les séries, c'est sûr que c'est là que tu as tes plus grosses cotes d'écoute quand tu participes aux séries. Et donc plus de revenus publicitaires. C'est ça. C'est sûr que l'an passé, ça a été difficile pour TVA Sport. Le Canadien n'a pas participé aux séries. Cette année, s'ils font 2-3 rondes, ils viennent comme on dit en bon québécois, rentrer dans leur argent. Je voulais te demander par rapport, on a parlé de Jay et Dan qui sont partis de TSN, ils étaient à la Fox Sports aux États-Unis, ils ont été là 4-5 ans. Et là, leur contrat fini et l'émission n'a pas été renouvelée parce que avec les nouvelles technologies, un gros clash, mettons, l'autre extrême de quand tu as commencé en 89 où il y avait même pas de station de sport. Là, le marché a changé. Maintenant, tu peux regarder les highlights sur Internet. Et eux, justement, c'est ça qui est arrivé. Leur émission n'a pas été renouvelée parce que c'est difficile d'aller chercher les gens. C'est quoi le futur pour les émissions comme Sport 30, pour le sport à la télé? Ce genre d'émission-là, je pense que le sport en tant que tel, les parties de hockey, ça reste du live. Je veux dire, ça, le sport a un avantage. Ça va toujours être là. Un avantage que les fictions n'ont pas. Les fictions, c'est la débandade, puis ils savent plus quand regarder les gens. Puis, mais le sport, tu le regardes en direct. Mais des émissions comme Sport 30, tout ça, et tout ce format-là qui est en train de changer, c'est quoi, tu penses, le futur? Mais je pense que ça a toujours sa place. C'est sûr que là, l'information, tu vas la chercher. C'est instantané. Sur Twitter, moi, je me présente à l'entraînement le matin, les trios, je les donne tout de suite. T'es as plus à 8 heures le soir, t'es as instantané. Aussitôt que les gars embarquent sur la glace, qui font leur rotation de trio, je les inscris puis je le publie tout de suite. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup cette évolution-là. On n'a pas le choix pas de se réorienter, mais de s'ajuster. Mais c'est correct parce que je trouve que c'est pour le mieux. Mais je trouve que ça a encore sa place parce que il y en a encore qui travaillent, qui n'ont pas d'ordinateur devant eux toute la journée, qui travaillent peu importe dans des champs, peu importe. Puis eux, le soir, là, ils veulent s'asseoir devant la télé, leur petit verre de vin, puis là, regarder les nouvelles qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder ou de pitonner ou d'entendre à la radio. Et on colle, tu sais, le Hockey 360, le 5 à 7, Sport 30, on colle ça sur l'événement sportif, donc sur le match. Et c'est sûr que le bulletin du midi est beaucoup moins performant, mais tout ce qui se fait en début de soirée et en fin de soirée est encore performant. Alors, on verra où ça va nous mener, mais pour l'instant, c'est parce que c'est vraiment une vraie question, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a moins de gens qui s'abonnent à RDS ou non? Je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais pas. On a probablement perdu un petit peu au détriment de TVA Sport aussi quand les gens ont vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, en fait qui ont pas compris quand les deux contrats de télé se sont donnés. Moi, il y a plusieurs qui disaient c'est incroyable, RDS a plus de hockey. Et non, on a du hockey. La majorité du hockey. On est là du lundi au vendredi, puis les gens, non, c'est TVA. TVA a ramassé tout le hockey. Non, TVA a du hockey, oui. Ils vont présenter le hockey de la Ligue nationale, les autres matchs, parce qu'ils en ont en semaine. Ils vont présenter, les Pingouins, Ottawa et tout ça. Nous aussi, on présente des matchs d'Ottawa aussi. Donc, oui, ils ont le contrat de Ligue nationale, mais nous, on fait le Canadien en semaine. Eux vont faire la fin de semaine. Alors, ça a pris plusieurs mois avant aux gens de réaliser que
Ah, OK. Puis moi, je me rappelle d'avoir parlé à quelqu'un, il me dit, ben là, je pensais que RDS avait plus de hockey, je me suis désabonné, puis je suis allé à TVA Sport, puis je dis, rabonnez-vous, parce que sinon, vous verrez pas les matchs en semaine. C'est vrai, c'est ça, avec les montants impliqués, puis avec toute la publicité, ça avait l'air de... Quelqu'un qui lit l'article, tu penses comprendre, ben c'est ça, c'est TVA qui prend tous les droits. Ils ont payé en milliards, ou je sais pas. Exact. Mais finalement, c'est pas ça. C'était pas ça qui s'est passé. Chantal, dernière question. Okay. Dernière question, je te laisse aller après. Ton livre et ton film de hockey, de sport préféré, ton film et ton livre de sport préféré. Livre de sport, j'en ai deux. La biographie d'André Agassi, qui est percutante. Et il y a il y a deux biographies. Une écrite par Hank Haney sur Tiger Woods. Je suis une maniaque de golf, je joue au golf, j'adore ça. Et ça aussi, c'est absolument fascinant de voir comment c'est un malade mental, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens d'entraînement, dans le sens tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait pour être le meilleur. C'est des déboires personnels. Pourquoi il s'est rendu jusque-là? Ça a été écrit après, donc ça, OK. Oui. C'est un livre extraordinaire. Fait que j'aime beaucoup les biographies sportives, mais ces deux-là, c'est mes deux préférés, puis c'est drôle, c'est pas... Je pourrais te parler de celle de Théorène Fleury aussi, qui a eu une vie d'enfer. Fire. Qui est, exactement, qui est vraiment très intéressante. Écoute, Bob Probert, j'en ai lu un paquet, là. La fleur, il y aurait eu le mieux, même ça, Michel Bergeron était très bonne. Mais ces deux-là, c'est, parce qu'ils ont été à part, ils ont été au sommet de leur art. C'est quelque chose. Meilleur film sportif. Ah, tabarouette. Il y en a eu beaucoup. We Are Marshall m'avait énormément touché. C'est l'histoire, de l'avion qui s'était écrasé, des joueurs de football, puis ils ont été obligés de refaire une équipe, une histoire vraie. Friday Night Lights, c'est des films de football que j'ai en tête quand je pense à des bons films. Il y a l'histoire de l'équipe américaine au jeu de Lake Placid est très bonne aussi. Miracle on Ice. Ouais. Ça aussi, ça a été vraiment très bon, mais j'adore Slapshot. En français, tu sais, je dis c'est en français, pas en anglais, en français. D'ailleurs, je suis déjà allée à Johnstown, qui était en banlieue de Pittsburgh. Oui. J'avais fait un reportage là-bas. Et crois-le ou non, mais la ville a encore l'air de ça. On a reçu, j'ai reçu Yvon Barrette, qui joue le gardien de but au podcast, et Yvan Ponton récemment. Et justement, ils ont été là 2 mois et demi pour le tournage. Et c'est ça, la ville a eu d'autres équipes semi-pro. Oui, exact. C'est tout ce qui est dans le film est vrai. Oui. C'est vraiment plus proche du documentaire que de la fiction. Oh oui, absolument. Donc, c'est assez spectaculaire. Absolument. Eh bien, sur ce mot de la fin sur Johnstown, Chantal, merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. C'était Chantal Maccabé pour le dernier épisode de la saison 1. Merci à Chantal pour sa générosité, sa disponibilité. Vraiment une très, très, très belle rencontre. Quant à vous, j'espère vous voir en grand nombre au Festival Transistor à Gatineau le 30 avril. Sinon, c'est pas grave, restez à l'affût sur notre page Facebook. On a plein d'événements qui s'en viennent cet été. Je veux vous voir en personne. Sinon, pour la dernière fois, je vous dis merci pour la belle saison. Merci de votre fidélité.